Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent, heureux propriétaire de plusieurs lieux dans le Perche, pour lequel la rénovation est un mode de vie. Je dis heureux car vous allez vite l'entendre au son de sa voix, Vincent est passionné par la rénovation. Lassé de la vie parisienne, Vincent s'est tout d'abord lancé dans un premier projet, la rénovation d'un corps de ferme datant de la fin du 19e siècle, pour lequel il a le coup de foudre immédiat. Son objectif est alors de créer un lieu de réception pour les mariages. Après 2 années de travaux incessants et l'intervention de pas moins de 25 artisans, c'est le domaine de Ronsard qui prend vie. Les lieux ont retrouvé leur charme d'antan et leur authenticité, car Vincent s'est lancé le pari de les meubler intégralement avec du mobilier de seconde main ou, comme il nous le raconte en détail, de les confectionner lui-même avec les restes de son chantier. Passionné de chine et de brocante qu'il pratique plusieurs fois par semaine, il maîtrise l'art de l'accumulation comme personne et c'est ce qui crée l'ambiance unique et désuète de ces lieux comme une signature décorative. Parce qu'effectivement, Vincent ne pouvait s'arrêter là et c'est ce qu'il nous raconte avec enthousiasme aujourd'hui. Il rénove actuellement 2 autres lieux qui viendront compléter son offre, avec pour l'un la possibilité de réaliser des stages et des accueils destinés aux professionnels, et pour l'autre, une maison de ville qui proposera des couchages supplémentaires à ses invités. L'esprit maison de campagne du domaine de Ronsard se décline donc peu à peu au Clos Ronsard et au Relais Ronsard, dans lesquels les matériaux de récupération sont toujours à l'honneur et dont les travaux devraient se terminer prochainement. Avec Vincent, on a beaucoup parlé des problématiques de chantier, de la gestion de ses artisans et surtout de la difficulté qu'on peut rencontrer à faire respecter ses choix et ses délais. Un épisode riche en conseils, car Vincent n'est pas avare de bonnes idées pour faire en sorte que son chantier se déroule comme il l'a imaginé. Alors si toi aussi tu es dans cette situation, nul doute que ça devrait t'intéresser. Bonne écoute! Bonjour Vincent et bienvenue sur les clés de la réno. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui pour que tu nous parles de tes rénovations, puisqu'en fait il y en a plusieurs, tu vas nous expliquer ça. Et avant que tu nous racontes un peu l'aventure de ces rénovations, de ces travaux, tu peux commencer peut-être par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas, peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Ça marche. Bonjour Alison, merci de me recevoir tout d'abord. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 40 ans, je suis normand et je suis le fondateur du domaine de Ronsard. Le domaine de Ronsard, donc, c'est un lieu de réception pour organiser des mariages, des anniversaires, des séminaires, des shootings photos. Donc, un lieu qui se privatise. Je suis dans le Perche, dans l'Orne, en Normandie. Et j'ai mené une grosse rénovation de 24 mois pour créer ce lieu, le domaine de Ronsard. J'ai une grosse expérience, on va dire, dans la rénovation, puisque j'ai déjà fait 4 rénovations. En ce moment même, j'ai 2 projets rénovation. Le premier s'appelle le Clos Ronsard. C'est un lieu dédié au stage.
aux séminaires, aux formations. Donc, une maison que je transforme en lieu pour recevoir 18 personnes, donc 9 chambres avec 9 salles de bain privatives et 9 toilettes privatives et une salle pour organiser des stages, on en reparlera. Et puis, un autre projet, un troisième projet s'est mêlé à celui-ci. Il s'appelle le Relais Ronsard et c'est une maison d'hôtes qui sera à privatiser en gîte ou alors les chambres séparées façon chambre d'hôtes. Donc, deux gros projets sur le feu, puisque j'en ai un qui va être livré d'ici quelques semaines, peut-être 15 jours, 3 semaines, et puis un autre pour le printemps 2024. Très bien. Donc, effectivement, la suite des habitations Ronsard, on va dire, Oui, c'est c'est ça. ça. Moi, C'est j'aime bien utiliser le mot saga. Ça la fait une petite saga. C'est ça. Alors moi, je précise qu'en fait, je suis un professionnel. C'est-à-dire que toutes ces maisons sont des projets professionnels. Ça veut dire que j'ai des emprunts bancaires professionnels pour développer toute cette activité. Je suis donc dans l'événementiel. Tu sais bien que l'événementiel a connu une période avec la Covid très, très difficile. Ça veut dire que quand j'ai commencé le premier projet du domaine de Ronsard, j'ai fait mes travaux pendant 2 ans et le premier événement devait se passer le 20 mars 2020. Voilà. Vraiment la bonne date. La première, la date du premier confinement et ça a été l'horreur puisque mon projet à peine ouvert a failli mettre la clé sous la porte. Voilà, puisque comme tu le sais, tous les événements ont été annulés. Premier confinement, deuxième confinement, les passes sanitaires, donc tous les mariés et tous mes clients, les uns après les autres, ont annulé leur événement. J'ai eu 63 événements annulés la première année d'ouverture, avec aucune aide de l'État, puisque Macron n'a donné aucune aide de l'État aux jeunes entrepreneurs qui venaient d'ouvrir. Donc moi, je n'avais pas de bilan comptable, je n'avais absolument rien puisque c'était une création de toute pièce. Et donc, à peine mes travaux terminés, après 2 ans de rénovation où tu es prêt à ouvrir, bim, tout s'arrête et j'ai failli mettre la clé sous la porte. Alors heureusement, j'ai eu un banquier super compréhensif qui m'a laissé des facilités, qui a quand même cru en mon projet. Il avait cru en mon projet en me finançant ces travaux et ce lieu. Et finalement, petit à petit, les événements ont pu de nouveau se passer, le pass sanitaire a disparu et j'ai pu ouvrir. Et là a commencé finalement, si tu veux, dans ce petit malheur, parce que c'était très difficile, hein, c'était l'épreuve la plus difficile de ma vie que j'ai dû affronter. Une fois que le pass sanitaire a disparu, une fois que les événements ont pu reprendre, parce que pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, il ne s'est rien passé en événementiel. Et alors là, tout a explosé. Ça veut dire que tout le monde, les particuliers comme nous, ont tous voulu organiser un mariage qui est en attente depuis 2 ans, un anniversaire, des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans, des fêtes de famille. Les séminaires, plus personne, certains collaborateurs étaient arrivés dans des nouvelles sociétés, ne connaissaient pas leurs collègues à part en visio. Donc, il y avait urgence pour créer des événements et faire rencontrer les collaborateurs. Tout ce qui est shooting photo, c'est pareil, beaucoup de retard, puisque les gens se déplaçaient quasiment plus, tout était dans des studios, chacun envoyait les photos, bon, c'était vraiment du système B. Et donc là, explosion. J'ai fait, tu vois, l'année où ça a vraiment commencé, donc 2 ans de retard sur mon business plan, hein, j'ai fait x4 sur mon chiffre d'affaires. En 2022, donc. Donc en 2022 pour la reprise. Et donc là, tous les feux étaient au vert en disant à mon banquier, je n'arrête pas de refuser des clients. C'est pas possible de toujours dire je suis complet, désolé, je n'ai pas de date à vous proposer. Et donc mon banquier m'a financé un deuxième lieu, donc c'est le Clos Ronsard, c'est le lieu où j'ai organisé les stages. Et puis pendant cette rénovation-là, j'avais à peine commencé mes travaux que j'ai eu l'opportunité dans mon village d'acheter une 3e maison et la banque m'a donné son feu vert aussi pour faire cette maison d'hôte. Donc
donc, c'était un petit peu un sacré défi, tu vois, un coup de poker. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que 2 rénaux, c'est gérable en même temps? Et puis, moi, je suis hyper optimiste. Tous les feux étaient au vert puisque j'ai un calendrier qui est surchargé et surtout, moi, dans l'événementiel, si tu veux, le mariage, ça se réserve très longtemps à l'avance. J'ai à peu près une Une durée de bonne réservation. visibilité. Voilà, Ouais. une bonne visibilité. Et quand je dis je suis complet, c'est pas juste Vincent qui pense être complet. C'est-à-dire que moi, j'ai des contrats et j'ai des chiffres sur des Excel qui prouvent que mon lieu fonctionne et sera rempli dans les 24 mois qui arrivent. Mhm. Donc, tu vois, c'est pas du prévisionnel comme un commerçant qui se dit bon, ça va cartonner pour Noël parce que c'est les fêtes de fin d'année et tout le monde surconsomme. Oui, mais bon, si ta collection elle est pas top et si ton emplacement est en travaux et si il y a plus de stationnement parce que ils refont le tout à l'égout juste Mhm. avant les fêtes, etc. Peut-être que ton chiffre d'affaires sera pas le même. Et donc voilà, donc un projet terminé après 24 mois de travaux et 2 rénovations en cours. D'accord. Et donc c'est quand même, enfin c'est des projets qui sont plus ou moins récents quand même dans ta vie. C'est quelque chose. T'as toujours fait ce type d'activité ou c'est un Non, changement? alors c'est un changement de vie. Moi, si tu veux, j'ai fait de l'événementiel, pendant, une petite dizaine d'années et j'en avais ras-le-bol d'être salarié. J'en avais marre, ça n'allait plus, je m'entendais, pas forcément avec mon boss qui, tu vois, à 18h30 le vendredi, regardait sa montre en disant: «Bah, bon week-end». En fait, il attendait que je reste encore un peu plus le vendredi soir. Et puis surtout, jamais un merci, jamais un bravo, aucune reconnaissance. Et je me suis dit, je dois trouver un projet pour devenir entrepreneur et faire réellement ce que je veux faire et ne plus avoir supporté les ordres et les indélicatesses de mon patron. Et là, mon frère s'est marié. Mon petit frère s'est marié dans un domaine de réception et j'ai bien analysé le lieu qu'il avait choisi. Et quand ma maman, qui était très présente dans l'organisation, m'a dit: «Tu sais, le lieu, on l'a réservé quasiment 2 ans à l'avance. 2 ans à l'avance, il restait qu'une date. On a eu un peu de pression et sous 24 heures, il fallait donner la réponse, sinon le lieu était loué». C'était comme un lieu qui était fourchette assez haute sur le tarif, avec un nombre d'équipements très limité. Et là, je me suis dit: «Je sais faire de l'événementiel, je voudrais vivre dans un lieu très grand, perdu au milieu de la campagne, sans voisins. Je voudrais pouvoir pratiquer ma passion pour la brocante, parce qu'on va en parler. Moi, ma passion, c'est la Chine et la brocante. C'est une passion que je pratique quasiment tous les jours. Je chiner 3 fois par semaine minimum. Et j'ai mis, toi, tous ces éléments et toutes mes qualités personnelles et puis d'organisation dans un checker. Et je me suis dit, bim, domaine de réception, c'est ce que je veux faire. Et puis, je me suis lancé, j'ai trouvé une ferme, j'ai été voir une banque et toutes les étapes se sont enfilées les unes après les autres très facilement, sans embûche, sauf la période Covid à Oui. l'ouverture. Voilà. Et alors, bah justement, si on reparle un peu de cette période de recherche-là, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ce domaine, enfin ce village même? Alors oui, on peut dire, mes amis me disent que c'est un village, c'est vrai, hein, c'est un petit hameau, il y a 4 bâtiments, il y a plusieurs toitures différentes. Là, on parle du domaine de Ronsard. Et, si tu veux, je cherchais une maison sur tous les sites, sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Explore Immo. Je mettais des alertes et j'étais vraiment en veille très très active. Et puis sur Internet, je trouvais vraiment rien. J'avais vu passer cette maison, mais les photos, tu sais, photos prises en hiver, mauvais cadre, mal cadré, mauvais angle, rien n'allait. Je l'avais vraiment zappé. Et puis finalement, je me décide d'aller voir des agences, de faire le tour des agences, comme on dit, en disant bah, peut-être que des nouveaux biens vont rentrer, tout n'est pas sur Internet, il y a peut-être des biens où le mandat est en cours et je serai peut-être le premier à pouvoir visiter parce que les annonces, parfois, c'est les assistantes des agents immobiliers qui les mettent en ligne et ça peut prendre 72 heures. Les photos n'ont pas été validées ou certains se disent, bon, faut que je repasse un jour de soleil parce que les photos avec du ciel bleu sont quand même beaucoup mieux. Donc, on va attendre. Et là, un agent immobilier me dit, je vous emmène avec moi toute l'après-midi.
et je vous fais visiter 5-6 biens que j'ai en stock. Oh purée, là. Et là, je ne Cinq vois six biens en stock, la période est révolue, hein. là, ça n'avait rien à voir, hein. Avant, il y a plus de 5 ans, c'était Mmh. complètement différent au Mais du niveau de coup, l'immobilier dans ma région. tu avais déjà ciblé la zone Oui. géographique? Si tu veux, j'avais ciblé la zone et je savais que je voulais autour de Bélem. Bélem, donc c'est classé il y a quelques années le cinquième plus beau village de France par l'émission, tu sais, les villages préférés Mmh. des Français, l'émission de Stéphane Bern. Le village charmant, le coin, le Perche que je connaissais très bucolique, des collines, des bocages, pas beaucoup de constructions neuves. C'est très préservé, tu es dans un parc naturel régional. Et puis la proximité de Paris, puisque moi, je m'étais déjà un petit peu renseigné sur mon étude de marché, mon étude concurrentielle. Et c'est vrai que la zone Île-de-France-Paris est saturée en lieux de réception et surtout très, très chère. Mmh. La deuxième zone en France où ça marche bien, c'est la zone PACA, Provence, Luberon, parce que des mariés de toute la France viennent dans ces régions pour se marier. Et puis, la troisième zone qui cartonne, c'est la Normandie. Parce qu'à Paris, eh ben, on est tellement nombreux que les Parisiens sont obligés, si tu veux, de faire quelques kilomètres pour trouver un lieu de réception, puisque c'est quasiment introuvable à part avoir des moyens très, très, très confortables. Et même les lieux qui sont, tu sais, autour de Fontainebleau, de Chantilly, de l'Île-de-France très proche, sont très, très, très prisés. Et Mmh. c'est pareil, si tu es à 24 mois à l'avance, après, tu n'as plus rien du tout. Et donc, je m'étais concentré sur cette région-là. Et donc, je pars avec ma voiture en train de suivre l'agent immobilier pour visiter les différentes maisons. Bien sûr, la première n'allait pas, ça n'allait vraiment pas du tout. J'ai dit: «Oh là là, il a pas du tout compris mon brief, je vais perdre mon temps avec lui». Et puis au bout de 3 maisons, il travaillait un petit peu à l'ancienne, il sort un classeur, sur le capot de sa voiture avec, tu sais, toutes les feuilles transparentes, les fiches produits, Mmh. de, De ce qu'il de a en stock. l'ensemble de ses mandats, avec même, si tu veux, parfois la clé dans la pochette, tu vois, D'accord. vraiment à l'ancienne. Et donc là, il feuillette, voilà, ça non, ça n'ira pas, ça, il y a une route à côté, ça c'est trop loin, ça c'est hors secteur, ça c'est trop petit, ça c'est un pavillon, ça. Et puis, au milieu de son catalogue, de son classeur, il me dit: «Ah, celle-ci, ah oui, celle-ci, elle est pas mal. Ah bah pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt?» Alors là, bon, je vous emmène, ça peut vous plaire, pas de travaux depuis les années 80, perdu au milieu de nulle part, juste à côté. Alors, je sais pas si c'est un coup de bluff ou si c'était, si vraiment cette maison était sortie de sa tête. Et il me dit: «Bon, on y va», bim. Et là, on commence à traverser un chemin d'à peu près 800 mètres au milieu des champs et j'arrive sur ce corps de ferme avec ma voiture. Je serre mon frein à main, je quitte, ma voiture, il était juste devant, 10 mètres devant et je lui dis: «C'est celle-ci. Si, c'est bon, on l'a trouvée. C'est celle-ci. Il y a des travaux, perdus au milieu de nulle part, à moins de 4 kilomètres de Bélem, pas de voisins, un super environnement, des bâtiments, et si tu veux, moi, j'ai un peu un logiciel 3D dans ma tête, pour me Te projeter? me projeter. Exactement. Donc, immédiatement, j'ai dit: «C'est celle-ci. Je sais que c'est celle-ci». Il me dit: «Bah, écoutez, la maison était abandonnée, donc il y avait même plus de verrou, tu vois, sur la porte». Donc je lui ai dit: «Bah, tout est ouvert. Je vais pas faire l'agent immobilier, relou. Allez poussez les portes, visitez vous-même». Je visite la maison, je visite la première grange, la deuxième grange, la troisième grange, l'écurie, je prends une échelle, je monte, et cetera. Et je lui dis: «C'est celle-ci. Je vous fais la proposition tout de suite». Il me dit: «C'est pas vrai». Et donc tu as Heu reconnu quand même que c'était celle que tu avais déjà vue en photo et et qui te oui, plaisait et pas? là, je me dis: «Mais je l'ai vue cette maison», parce qu'en fait, mon écurie a une architecture bien particulière. Et là, je dis: «Mais les je l'avais vue, mais c'était pas lui qui avait le mandat». En fait, si tu veux, il y avait 4 agences qui avaient le mandat et cette maison était en vente depuis plus de 5 ans. Ah oui. Personne n'en voulait. Il y avait des visites, mais si tu veux, moi, cette région-là, c'est un fief de Parisiens, parce que je suis à 150 kilomètres de Paris. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Parisiens qui viennent acheter des maisons de campagne. Et les percherons qui habitent sur place, il y en a de plus en plus qui ne veulent plus rénover des maisons anciennes et qui préfèrent construire une maison neuve, où le défaut qui revenait
toujours, c'était il y a trop de bâtiments, il y a trop de granges, il y a trop de toitures à entretenir, il y a trop de portes, il y a trop de surface. Mmh. Voilà. Et le propriétaire avait même envisagé j'avais un bâtiment avec une toiture qui était par terre, avait même envisagé avec sa grue Poquelin de mettre par terre tout un bâtiment entier pour que sa maison devienne à taille plus humaine et ne soit plus ce village et soit donc plus petite avec juste un L, un bâtiment avec un retour et plus un U comme c'est actuellement. Et là, pour terminer l'histoire, l'agent immobilier sort un papier, un crayon, je fais ma proposition, je mets mon nom, mon prénom, mon adresse, la proposition, et il me dit faites la proposition et j'appelle directement le propriétaire. Et là, donc 40 minutes plus tard, l'agent immobilier avec le propriétaire qui décroche et dit voilà, bah écoutez, je suis avec un monsieur qui veut acheter votre maison, c'est exactement ce qu'il recherche. Voilà la proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, ça faisait 5 ans, c'était Mmh. avant. L'agent immobilier dit écoutez, là, ça fait trop longtemps que on a quelqu'un, il faut le serrer, il faut vendre. C'est le moment, oui. Il faut le Le moment, saisir. le prochain, je ne sais pas quand je vais Oui, voir. parce que Et en j'imagine que tu avais fait une proposition en dessous du prix affiché, bien du sûr, coup. et lui me dit écoutez, je sais qu'il est vendeur, je sais qu'il est à 2 doigts de raser ce troisième bâtiment pour que la maison soit plus petite. Vous me dites que vous le voulez comme ça. Il faut se lancer. Et puis en plus, cet agent immobilier me dit il y a tous mes confrères qui ont aussi un mandat sur cette maison dans la région. Et franchement, je me ferai une joie de me dire que c'est moi, de leur dire que c'est moi qui ai vendu cette maison parce que c'est un bien que tous les agents connaissent, qui est, si tu veux, il était grillé ce bien. Tu Mmh. vois. Et Oui, il le certains, proposait même plus tellement voilà. ça faisait Et en fait, longtemps. on disait bon, c'est quoi votre budget? Ok, bon, ça va pas aller, il y a trop de travaux, c'est trop grand, je perds pas mon temps à vous la faire visiter. Mais mais là, si tu veux, j'ai réussi à l'obtenir. Donc, il n'a pas donné sa réponse tout de suite, mais le lendemain matin, j'avais un oui. Voilà. Super. Et après, moi, bim, je me suis lancé. C'est-à-dire que je me suis lancé, je n'avais même pas les devis pour faire les travaux. Je partais un petit peu à l'aventure, tu vois. Un peu J'ai à un peu, l'aveugle, là, ouais. ouais, un peu à l'aveugle. Et puis voilà, le projet a commencé comme ça. D'accord. Et c'est suivi ensuite 24 mois de travaux, puisque j'ai dû faire appel. Alors moi, je n'ai pas pris d'architecte ni de maître d'œuvre, et donc j'ai cherché tout seul tous les artisans, plus de 25 artisans. Donc j'ai eu absolument tous les corps de métier, donc des maçons, des couvreurs, des peintres, des plombiers, un pisciniste, un terrassier, des menuisiers, absolument tous les corps de métier possibles. Et alors, tu sais, la première chose que j'ai réalisée, c'est ma piscine. Parce que quelqu'un m'avait dit, tu sais, une piscine, quand tu as un budget travaux, autant te dire que même si tu as prévu une enveloppe budgétaire pour ta piscine, tout le monde sait, et là je veux bien rencontrer quelqu'un qui me dit avoir géré une grosse rénovation en gérant parfaitement son budget, même avec, tu sais, les petites enveloppes que tu te mets de côté de 5 000 par-ci, 5 000 par-là au cas où. Et on me dit, mais jamais tu n'arriveras à tenir ton budget et ta piscine, en fin de travaux, eh ben, elle passera à la trappe et tu seras obligé d'attendre 5 ou 10 ans de te refaire un petit peu de trésor pour te l'offrir. Et là, moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument. Et je me suis dit, bah, je vais faire la piscine tout de suite parce que c'est pas du tout indispensable. Donc, je vais le faire tout de suite. Et après, le reste de mes travaux, je vais compiler. Mais au moins, la piscine, elle sera là pour l'ouverture. Et elle sera pas là 5 ans plus tard parce que c'est la petite cerise sur le gâteau. Et après, je me suis dit, comme je suis parti sur un chantier qui sera quand même très, très long, et ben, ça sera quand même plus agréable de venir sur mon chantier et d'y vivre aussi, parce que moi, j'ai vécu sur mon chantier avec une piscine pour le week-end pour un peu, tu vois, me donner du baume au cœur lors des périodes un petit peu de bad, parce que tout le monde sait que un chantier et une rénovation, c'est en dents de scie. C'est sûr. Des périodes où ça avance très très vite et des périodes où plus personne ne vient travailler, plus personne ne décroche au téléphone. Et donc, ça m'a pas mal aidé pour vivre mieux ce chantier. Voilà. Et alors, est-ce que cet objectif que tu t'étais fixé, tu l'as atteint? C'est-à-dire, est-ce que tu as réussi à ne pas dépasser ton budget au final et à Non, j'ai composer? dépassé.
je n'ai pas réussi ce challenge. Donc, pour tout te dire, j'ai même fait un emprunt complémentaire pour d'autres travaux. Alors, faut pas oublier que moi, je suis un pro et l'événementiel, je suis aussi soumis à des règles de ERP. Oui. Donc, ERP, ça veut dire établissement recevant du public. Je suis catégorie 5. Donc, ça veut dire que, par exemple, toutes mes baies vitrées doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Mhm. Ensuite, toutes mes portes doivent avoir le petit bonhomme vert qui court pour courir vers l'extérieur. Les Qui serait extincteurs. très encadré. Autant te dire que moi, j'ai eu donc toutes les commissions de sécurité qui sont Mm. venues. Donc, les pompiers, j'ai eu le sous-préfet qui est venu, j'ai eu la gendarmerie qui est venue, j'ai eu les pompiers, j'ai eu la commission handicapée, j'ai eu tout le monde, l'hygiène, tout le monde est venu pour te donner les autorisations. Donc, tout ce qui est assainissement, c'est drastique. Tout ce qui est, tu sais, la réserve d'eau, puisque en fait, les pompiers considèrent qu'une piscine n'est pas suffisante en réserve d'eau en cas de feu. Parce que tu sais, je n'ai pas la prise pompier reliée comme en ville, puisque je suis Mhm. en campagne. Donc, tout ça, ça demande des investissements colossaux. J'ai dû faire un parking pour quasiment 70 voitures. Donc, Ouais. tu vois, terrassier, les matériaux, des voitures ne peuvent pas stationner sur de la pelouse parce que moi, je suis ouvert toute l'année et tu sais très bien que les gens peuvent s'embourber. Donc, il faut mettre du remblai. Ensuite, j'ai dû faire un office traiteur avec, tu sais, tout l'équipement. L'électricité est dopée au maximum. Donc, c'est pas des petits compteurs de maisons particuliers, c'est plus puissant. Ensuite, dans les équipements événementiels, tout est des matériaux qui sont plus chers. C'est fait pour durer. Donc, tu vois, mes baies d'atelier, si nos auditeurs vont regarder les photos, j'ai des grandes baies d'atelier qui sont en métal. Elles coûtent une fortune, tu vois. Elles Mm. coûtent quasiment 20 000 euros pièce. Voilà, c'est des pièces qui vont durer toute une vie. Mm. Donc ça, j'ai pas lésiné à la dépense sur des investissements comme ça. Et donc, si tu veux, un peu plus à mi-parcours, je me suis rendu compte que je n'allais pas réussir à tenir mon budget. Et donc j'ai fait un emprunt complémentaire. Voilà. Donc maintenant, il faut travailler. Après, c'est ça, si tu veux, au bout d'un moment, tu as des travaux qui n'en finissent plus. Et il faut que l'argent rentre. Mm. Parce que derrière, tu as des investissements et il faut que ça marche. Et puis là, la Covid. Bon. Mais finalement, tu vois, cet événement qui a été très douloureux dans mon parcours m'a vraiment boosté à me dépasser. Et la preuve aujourd'hui, j'ai trois lieux qui vont être en activité tous les 3 lundis d'ici quelques semaines. Alors que sans cette période Covid, tu vois, je serais peut-être resté sur mes acquis. Mhm. Et pas évident que la suite aurait été aussi glorieuse. C'est sûr. Et donc justement, la suite, raconte-nous un peu comment tu tombes sur ces autres biens à rénover, d'où te vient l'idée, enfin. Donc, donc le premier chantier se termine, les travaux se passent plutôt bien. L'ouverture, les premiers événements organisés au domaine de Ronsard se passent super bien. Les chiffres sont là. Le prévisionnel explose. Et puis, j'ai envie d'autre chose. Si tu veux, ça c'est un point, je pense que tu seras d'accord pour le partager avec moi. Une fois qu'on a terminé un chantier, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça m'a tellement pris du Habiter. habiter, voilà, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que tu manges réno, tu dors réno, tu parles réno, c'est le sujet omniprésent avec tous tes amis. Tous tes amis te demandent alors, c'est quand l'ouverture? Est-ce qu'on peut venir te voir ce week-end? Voilà. Et donc moi, j'encouragerais, tu vois, tout le monde à créer un petit profil Instagram de suivi de chantier. Alors ça, c'est super parce que ça t'évite sur WhatsApp d'envoyer à tes parents, à tes amis, à tes différents groupes de copains qui te demandent. Et finalement, c'est tellement plus facile de montrer des photos
pour que les gens tout de suite imaginent l'environnement, où tu en es, à quoi ressemble un chantier. Ça serait vraiment un conseil que je donnerais, c'est faites tous un Instagram avec les photos dès que vous arrivez, Ouais. les photos de l'état de la maison le premier jour du chantier. Et puis, tous les jours, vous postez une photo, 2 photos, vous demandez des avis, des partages, des trucs comme ça. Et quand vous avez des petits coups de mou, ça permet aussi de revoir qu'est-ce qui s'est passé 3 mois avant. Oui, bon, finalement, j'ai l'impression que ça n'avance pas du tout, mais Mais si. mais en fait, si. Et donc, pour répondre à ta question, le deuxième projet, donc le Clos Ronsard, c'est le lieu de stage. Pareil, une super aventure sur cet achat. Le projet d'une deuxième maison était devenu une évidence. Et là, je me dis, le bouche à oreille à la campagne, ça marche encore très, très bien. Et donc, j'en parle à tout le monde, je cherche une deuxième ferme, j'ai un autre projet, si vous entendez parler de quelque chose, etc. Et j'en parle à mon marchand de bois, la personne qui vient me livrer régulièrement du bois, puisque au domaine de Ronsard, j'ai des cheminées et un poêle Godin, et j'adore l'énergie, cette énergie-là, le bois, parce que dans une maison de campagne, ça te donne une odeur, ça te crée une atmosphère très cocooning. Et là, mon marchand de bois me dit: «Ah bah, vous savez, j'ai entendu parler d'une maison qui est à vendre là, c'est juste à côté». Il me dit, «Vous savez, 1re à droite, deuxième à gauche, en bas à droite quand vous tournez après le stop». Pour te dire que j'ai dit oui. Je lui ai dit: «Oui, oui, je la vois», alors que je ne la voyais pas du tout. Mais j'avais à peu près compris où elle était. Et puis là, ça tombait à mauvaise période, puisque moi, je commençais c'était le rush de ma période, ma très haute saison. Et puis, il me dit: «Elle n'est pas encore à la vente, mais en tout cas, c'est une succession et elle va bientôt arriver à la vente». Et puis, j'avais toujours mes alertes sur Le Bon Coin. Et là, un matin, je me lève, alerte. Et là, je me dis: «Mais c'est pas la maison de mon marchand de bois?» Je fais le capture d'écran de l'annonce, je le rappelle. Je lui envoie un SMS en disant: «Est-ce que c'est bien cette maison, dont vous m'avez envoyé le numéro de téléphone, il y a 3-4 mois?» Tu vois? Mmh. Il me dit: «Oui, c'est celle-ci, vous l'avez visitée?» Alors, je lui dis: «Beh, non, mais je vais le faire tout de suite». Et donc là, j'appelle, tout de suite la propriétaire. Donc la maison, si tu veux, était vendue, par, un notaire. Mmh. Donc, tu sais, maintenant, les notaires sont aussi agents immobiliers. Et, et donc, du coup, c'était pas vraiment de particulier à particulier, mais bon, comme moi, j'avais en plus le numéro de la propriétaire qui était bien enregistré dans mon téléphone, enfin, dans l'historique, j'avais pas effacé Mmh. son message, donc je l'avais toujours. Et là, je l'appelle en disant: «Bah, écoutez, voilà, votre maison m'intéresse, est-ce qu'on peut la visiter? Est-ce qu'on peut faire affaire?» et cetera. Et là, le marché était très, très compliqué à cette époque-là, puisque un peu sorti de Covid, de plus en plus de citadins partaient s'installer à la campagne. Et donc, j'ai acheté la maison sans négocier pour le coup. Mais les travaux étaient moindres, ça veut dire qu'il y avait pas de toiture, pas de fenêtre à changer. Et elle était surtout très, très proche, puisqu'elle a moins de 2 minutes en voiture du domaine de Ronsard. Et si tu veux, pour moi, ça n'avait pas de prix. C'est-à-dire que même si je la payais prix fort, elle avait tellement d'atouts. Elle est dans un lieu qui est extraordinaire. Elle est à 2 minutes de ma première maison et tout le gros œuvre était en bon état. Donc je me suis dit: «Bon, le notaire qui l'a estimé en plus, l'a estimé vraiment en fourchette basse». Mmh. Et d'autres agents immobiliers de la région qui, eux, ont un portefeuille de clientèle secondaire notamment, l'auraient évalué quasiment de 25 à 30% de plus. Donc là, en fait, moi, la personne qui l'a estimé a été vraiment en fourchette basse, mais vraiment très, très basse, alors que je sais très bien que 10 jours plus tard, un agent immobilier de ma région qui a un portefeuille de clients très aisé l'aurait estimé quasiment 30% de plus, et même en fourchette haute, la maison partait dans le week-end. Ouais. Parce qu'on était à une période où c'était très, très, très tendu de trouver, très, très difficile de trouver une maison. Et donc là, bim, je suis arrivé. Alors moi, j'ai la chance aussi d'avoir un super banquier qui est très réactif et qui me fait des accords de principe
avec un business plan. Donc, si tu veux, moi, je suis très, très réactif et si tu veux, pour n'importe quel business, en une journée, je te sors un business plan avec une étude concurrentielle, une étude de marché, quel est mon positionnement, quels sont mes prix, combien coûtent les travaux, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment une force que j'ai d'être hyper réactif et de bien connaître le métier de la rénovation. Et donc là, la banque, si tu veux, j'ai des super artisans qui me suivent. Donc, en moins de 24 heures, j'arrive aussi à avoir un devis en bonne et due forme avec une estimation globale sur des travaux de maçonnerie, de menuiserie et de peinture. Même si après c'est affiné, mais au moins pour la banque, j'ai tout de suite les bons documents. Et donc là, tout de suite, j'ai un go de la banque et me voilà reparti de façon très très rapide sur le nouveau projet. Et alors là, tout de suite, le projet était bien étudié. Je me suis dit, bah, comme j'ai un lieu qui fait de l'événementiel festif avec les mariages, les anniversaires et puis les shootings et les séminaires, là, j'ai envie de créer autre chose, une adresse plus confidentielle avec un accueil plus luxueux. Donc là, chaque chambre a sa salle de bain, chaque chambre a son toilette privatif, deux salons, une grande cuisine avec un îlot, parce que je trouve l'îlot très convivial pour justement les stagiaires, prendre un verre de vin, papoter avec la cuisinière qui est en train de mijoter un petit plat derrière. Et puis une super vue sur la campagne, la possibilité de faire un petit parking pour recevoir les invités et surtout une grande grange de quasiment 100 mètres carrés qui va devenir donc la salle d'activité où je vais pouvoir organiser les stages yoga, les stages bien-être, les stages naturopathie, les Poterie. poterie, céramique, cours d'anglais, rassemblement de voitures anciennes, club de randonnée, stage de relooking, de conseils en nutrition, de conseils en tout ce que tu veux. Donc là, je suis en train de sourcer déjà tous les professeurs qui vont venir organiser des stages puisque l'ouverture est prévue pour le printemps 2024. Ok. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième projet. Finalement, donc là, l'équipe du domaine de Ronsard est revenue. Certains nouveaux artisans sont venus aussi. Et puis, je pense aussi à mon maçon, mon maçon Guillaume, qui a rénové tout le domaine de Ronsard et qui était venu avec son petit frère, qui s'appelle Benjamin, et qui l'a lancé, puisque moi, quand je l'ai connu, il avait, tu sais, il était en CAP, il avait 16-17 ans, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu mon maçon, tu vois. Donc, et puis après, j'ai trouvé d'autres gars, d'autres artisans. Et puis là, les travaux se terminent tout doucement. Là, j'ai refait donc de l'électricité. J'ai isolé les combles. J'ai fait toutes les salles de bain. Et autant te dire que la grosse difficulté de ce projet, ça a été dans une maison d'organiser 9 chambres avec 9 salles de bain privatives. Tu vois, parce que tu sais très bien que tout ce qui est conduit d'eau, arrivée C'est d'eau, ça. T'avais les pas les anciens. réseaux pour 9 salles de bain, c'est sûr. Et alors là, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un logiciel 3D dans ma tête. Et après la première visite, j'avais déjà le plan intégral de la maison que j'ai mis le lendemain sur le papier et je ne l'ai pas changé. Ça veut dire que la maison était une évidence avec les chambres, une petite annexe aménagée avec 2 chambres accès extérieur avec un accès pour les personnes à mobilité réduite, la piscine, l'emplacement, la salle, une grosse partie aussi de terrassement que j'ai fait assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai fait creuser la piscine, j'avais une cour agricole avec tu vois, des gravats. Donc la cour a été transformée en jardin paysager. Donc tous les gravats de la cour sont partis pour faire le parking. Toute la terre de la piscine est partie dans la cour pour faire un jardin paysager dans la cour. Donc j'ai perdu aucun matériau. Rien ne se jette, tout se transforme. C'est ça. Je parlerai aussi d'un compte que j'aime bien suivre tout à l'heure, où leur hashtag préféré, c'est rien ne se jette, tout se transforme. D'accord, super, j'ai hâte. Du nouveau avec du vieux, tu vois. Pour faire du neuf avec du vieux, tout à fait. Et puis, le troisième projet, peut-être je te dis C'est 2 mots. ça, dans tout ça est arrivé le relais Ronsard. Voilà, en plein travaux, si tu veux, vraiment, après 6 mois de travaux, moi j'adore faire des vides-greniers.
C'est ma passion, les vides-greniers, les Emmaüs, chiner, puisqu'on en parlera aussi tout à l'heure, je rénove beaucoup avec des matériaux de récupération. Et donc là, je fais le vide-grenier de mon village et dans la rue principale. Donc les 3 adresses sont dans un mouchoir de poche, hein. J'ai 2 maisons qui sont à 2 minutes à pied l'une de l'autre et après une qui est à 2 minutes en voiture. Donc vraiment, tout ça, c'est très, très proche et c'était surtout aussi, moi, c'était un super atout pour mes projets. Comme ça, mon personnel de ménage, de jardin, mes prestataires peuvent être identiques. Mhm. Et si je privatise une maison, il n'y a pas assez de couchage, on peut aller dans la deuxième. Si la deuxième est complète, on peut aller dans la troisième. S'il y a une famille qui va être un peu plus isolée, il y a toujours des possibilités. S'il y a des intervenants, des profs, etc., qui n'interviennent pas sur toute la durée du séminaire, j'ai d'autres chambres à leur proposer sans être avec le groupe. Donc ça, c'était vraiment une force. Et donc là, pour revenir sur la maison qui s'appelle le Relais Ronsard, je fais le vide-grenier et je vois un panneau à vendre sur une maison. Et je me dis, tiens, elle est pas mal, j'ai jamais vu cette maison, je n'y avais jamais vraiment prêté d'attention. C'est une maison de village. C'est vrai que moi, j'ai toujours préféré les maisons en pleine Isolé, oui. isolée à la campagne. Mais je me suis dit, tiens, une maison de village, elle avait vraiment du charme, avec une très jolie façade, juste à côté d'une église classée monument historique. Le village est très charmant, avec un resto dans le village, avec un départ de GR. Vraiment le petit village de France, comme tu l'imagines, très bucolique. Et donc là, tout de suite, je rentre à la maison après le vide-grenier. Je me mets sur mon site chouchou Le Bon Coin. Et sur Le Bon Coin, bim, je retrouve l'annonce. Puisque le propriétaire l'avait mis en vente en direct particulier à particulier, bien que j'avais quand même vu le panneau à vendre avec une agence et tous les coordonnées de l'agence. Bon, ça, c'est le jeu, malheureusement, des contrats, des mandats simples et des Mhm. mandats exclusifs, etc. J'appelle le propriétaire, je lui demande s'il a des photos complémentaires. Il me dit que non. Mais il me dit, moi, je rénove la maison tous les week-ends et donc, vous pouvez venir quand vous voulez le samedi la visiter. Bon, ok. Donc le samedi suivant, le matin, toc, 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 il me dit, vous venez pas, vous m'envoyez un SMS. Lui, il était là, si tu veux, parce que c'est quelqu'un qui rénovait la maison dans le but de la revendre. Et je toque et tout de suite, je fais la maison. Lui, il était en train de, tu vois, de continuer à bricoler. Il me dit, bah, tout est ouvert, allez-y, débrouillez-vous, faites la visite. D'accord. Là, je vois une maison de village qui paraissait toute petite de l'extérieur, mais quand même avec 7 chambres. Ah ouais. C'est dingue. Donc, un petit labyrinthe avec une première chambre à droite, une deuxième, une troisième, un palier, un autre étage, encore une mezzanine au-dessus, une dépendance, un jardin de 300 mètres carrés, une cave. Vraiment, tu vois, la petite maison qui a tous les atouts d'une grande maison. Une entrée devant, une entrée sur le jardin extérieur de derrière. Et là, tout de suite, je me dis, mais un petit bijou. Malheureusement, la rénovation, pas du tout à mon goût, puisque il avait mis, si tu veux, cette Stop! personne Arrêtez tout! l'a acheté dans le but de la revendre. Donc, ça veut dire que, bon, il a Ouais. utilisé des matériaux premier prix. Malheureusement, il a mis des fenêtres en PVC, alors que je suis dans un périmètre de 400 mètres Classé, ouais. classé. Donc, je ne sais même pas pourquoi l'architecte des bâtiments de France a validé ce point-là. Ensuite, bah, le sol, il a caché toutes les poutres en dessous des placo parce qu'il a mis ses évacuations dessous. Il a mis un carrelage gris, tu sais, le carrelage Brico Dépôt à 6,90. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Imitation béton ciré, non? Ou Voilà, tu l'as, c'est celui-là. Avec des joints clairs. Il a recouvert tous les parquets avec de l'OSB. Il a enlevé toutes les portes anciennes. Il les a mis Oh, des portes, tu sais, un pleine, peu. oui. Bon, il y a quand même une petite moulure dessus. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, définition quand même très approximative. Et puis là, ça faisait 5 ans qu'il a rénové tous les week-ends, tu vois. Donc là, je pense qu'il était à une étape où il était vraiment à saturation. Mais la maison, malgré cette rénovation qui n'était pas à mon goût, tu avais une charpente qui était neuve, une toiture qui était neuve, les fenêtres qui étaient neuves, l'électricité qui était refaite, la plomberie, et la maison était prête à emménager. Mm.
Et là, je me dis, mais en fait, hyper facile parce que je vais devoir refaire un relooking de luxe et, euh, et la maison va être très facilement rénovée. Je fais venir. Alors, juste avant, bah, pareil, je me dis, la maison, mais c'est le projet idéal pour un complément du domaine de Ronsard et du Clos Ronsard. Donc, je prends mon ordinateur, je fais un petit business plan pour mon banquier. Le lendemain, il me dit, bah, tous les feux sont au vert. Et si tu veux, cette maison, je n'y pensais même pas. Si tu veux, si le banquier me disait, écoutez, vous avez déjà une rénovation en cours, terminez votre Mm. deuxième projet, lancez le business et puis on verra si ça fonctionne et pourquoi pas une troisième, mais chaque chose en son temps. Mais Et c'était il là, y a combien de temps ça? Parce et ça, qu'effectivement, est-ce que c'était déjà dans la période c'était en récession, octobre, les prêts? non, c'est en octobre, donc là, on est en novembre 2023, donc ça, c'était en octobre 2022. Oui, donc c'était enfin, c'était juste avant, on commençait à effectivement parler de crise économique, récession, Oui, les prêts qui commençaient à s'enflammer, exactement. mais pas Je l'ai lu encore. dans cette période-là avec un taux défiant au taux de concurrence. Voilà. Oui, donc t'étais juste avant. Ouais, t'as eu le nez, Juste quoi. avant. Et là, je lui dis, moi, vous savez, au domaine de Ronsard, j'ai des invités quasiment toute l'année, parce que je suis là toute l'année. Je n'ai pas assez de couchages, puisque j'ai 36 couchages au domaine de Ronsard. Il me faut des couchages supplémentaires pour les invités des mariés. Donc, je vous garantis que cette maison sera louée dès lors qu'il y a un événement. Donc, on connaît très bien mon taux de réservation et mes dates et mes contrats de réservation. Je suis sûr et certain que les mariés proposeront forcément cette maison à leurs invités, puisque les événements se font toujours sur minimum 3 jours. Donc, les invités viennent de toute la France et il faut du couchage. Et tu sais très bien que si tu es invité à un mariage en France, et si tu n'as pas de couchage sur place, tu vas regarder sur Airbnb ou sur Booking un hébergement le plus proche possible du Hmm. lieu de ton mariage. Et là, c'était l'adresse en fait la plus proche, puisque je connais bien sûr tous les hébergements à proximité de chez moi, et c'était l'adresse la plus proche. Et donc, je fais mon petit business plan en 24 heures, mon taux de rentabilité, mon taux de remplissage. Je lui fais un PowerPoint avec qui je suis. Alors, je sais très très bien me vendre, hein, tu as vu. Qui je suis, ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux, puisque moi, je communique uniquement sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, quasiment tous mes clients viennent des réseaux sociaux, et sur Instagram notamment, bien sûr. Et puis, le banquier me dit, je le passe en commission, réponse sous 7 jours, et là, c'est un oui. D'accord. Et donc, je fais venir immédiatement mes artisans, puisqu'ils me demandent quand même un devis pour les travaux. Et là, mes artisans me disent, hyper facile, en 2 mois, la maison est terminée. Ah oui, d'accord. Oui, oui, pour la saison prochaine, ça sera ouvert. Je savais que la vente allait être longue puisque le terrain, l'ancien propriétaire a acheté de l'eau et il fallait faire venir un géomètre pour délimiter le terrain de la maison voisine. Si tu veux, lui, il a acheté donc l'équivalent de 3 maisons et il les a revendues en lot. Mhm. Le terrain était commun, fallait le. Donc là, ça demande des procédures très longues puisque tu dois faire venir un géomètre. Le nouveau terrain doit être enregistré sur le cadastre. Le cadastre doit être validé par l'État, etc. Donc là, tout de suite, le notaire m'a dit, on est parti sur au minimum. Maintenant, tu sais, avant, on disait que les ventes, c'était 3 mois. Maintenant, c'est plutôt 4. Donc, avec cette histoire de géomètre, quasiment, on était à 5. Tu vois. Ouais. Donc, moi, ça m'allait bien parce que je me suis dit, bon, comme j'ai ma deuxième rénovation du Clos Ronsard à terminer, très bien, ça va. Échelonner un peu les travaux. Voilà. Et puis là, finalement, puis moi, je devais recréer une société, puisqu'en fait, moi, sur toutes mes adresses, à chaque fois, c'est une entreprise différente. C'est-à-dire que si un jour je veux me libérer d'une adresse, je ne vends pas les 3 lots Mhm. ensemble. Je peux libérer d'adresse. Donc, il fallait créer une société, il fallait un cabis, il fallait plein de choses. Et puis, le propriétaire très sérieux m'a dit, écoutez, moi, il n'y a aucun problème. De toute façon, il devait terminer la maison. Il s'était engagé à mettre, tu vois, genre les plaintes, les petites finitions. Je lui avais fait toute une petite liste pour que la maison soit terminée en bonne et due forme. Et donc, lui, ça lui allait très bien d'avoir une vente un peu longue. Donc, si tu veux, la signature a dû prendre entre le moment où j'ai visité, donc en octobre 2022, et j'ai eu les clés, tu vois, pour mon anniversaire, donc vers le 22 avril 2023. Donc, tu vois, il s'est passé pas mal de temps.
Et là, mes artisans, malheureusement, tu sais comment se passe la rénovation, du retard sur le deuxième chantier. Et mes artisans, je les confronte en disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on termine le Clos Ronsard, mon lieu de stage, pour que mes 9 chambres soient terminées et que je puisse commencer à travailler pour cette saison? Tu sais très bien que l'événementiel, c'est très... Saisonnier, oui. ou alors, on arrête les travaux du Clos Ronsard pour le relais Ronsard, mais là, en 2 mois, vous venez tous travailler et ma maison est ouverte. Et là, ils me disent, fin avril, ok, pas de souci, la maison sera terminée 1er juillet, tout au plus 14 juillet. On est le 14 novembre et la maison n'est toujours pas terminée. Donc, alors, si j'ai un conseil à dire aux auditeurs, ne les écoutez pas. Non, sur les questions de planning. Alors, ce sont tous des beaux parleurs. Ils veulent te faire plaisir, ça c'est sûr. Mais ils sont... c'est impossible de faire confiance sur le timing. Ça, c'est impossible. Et donc là, moi, je leur dis, mais c'est très simple. Moi, ce que je veux, c'est on change tous les sols. Donc là, par exemple, toi, toute la maison était en total look carrelage gris-cérame. Donc là, j'ai chiné chez un récupérateur de matériaux qui s'appelle Christian des tomates. Donc plein de lots différents. Donc je vais dans son atelier. Je trouve un gros lot pour mon salon salle à manger cuisine qui en plus m'est vendu comme un lot de 60 mètres carrés. Une fois posé, il y en avait 45. Enfin, il manquait 20%. Je ne sais plus la surface, mais ce n'était pas la bonne surface vendue. Ensuite, je prends des petits lots pour mes salles de bain, pour les toilettes, pour les autres pièces d'eau. Et puis, tout de suite, le sol change, mais en un coup de baguette magique. Il faut à peu près 2 jours pour poser tout le sol du rez-de-chaussée. Et tout de suite, tu vois, la maison commence à... Voilà. C'était la première étape pour redonner du charme. Le but de cette maison, c'était de redonner du charme à une maison qui n'en avait plus. Et du coup, ils ont posé les tomates sur le sol dégueu existant. Alors, ils l'ont posé, si tu veux, il y avait une chape qui avait été refaite. Et la tomate a été posée sur le carrelage. D'accord. Ils n'ont pas fait un ragréage ou quoi. Enfin, voilà, ils ont posé direct. Okay. Directement. Ça allait, c'était... C'était nickel. Et là, je t'assure que il n'y a pas de différence de niveau, tout est nickel, etc. Ensuite, donc la maison, si tu veux, j'étais vraiment sur un relooking. Je devais lui redonner du des éléments de charme sur une maison qui est oubliée. Ensuite, j'ai fait poser, donc j'ai revu un petit peu la distribution de la maison parce que j'avais pas mal de pièces qui étaient communicantes. C'est-à-dire que pour aller dans la chambre du fond, j'étais obligé de passer dans la première chambre. Donc moi, sur un projet d'accueil, chaque chambre devait avoir sa porte. Tu vois, impossible de déranger... Tata Jacqueline. Donc là, j'ai fait bouger des cloisons en BA13, mais tu sais, ça va très vite. C'est du rail, du BA13, ça va assez vite. J'ai créé une salle de bain de toute pièce, puisque sur 7 chambres, je suis assez juste en salle de bain, j'ai 3 salles de bain pour 7 chambres, donc ça fait une pour 2, mais à peu près. Mais mon super plombier recommandé par le fameux Benjamin le maçon, qui est un artisan qui a quasiment 70 ans, il me semble, mais qui en fait 15 de moins, m'a créé une salle de bain en 10 jours. Au milieu, avec une évacuation dans un sous-plafond. Je touche du bois pour qu'il n'y ait jamais de fuite, parce que le jour où il y a une fuite, c'est cata. J'étais pas très pour, mais bon, c'était la seule et unique solution pour créer une 3e salle de bain. Et ensuite, j'ai créé... Alors, la maison n'était pas équipée de meubles de salle de bain, et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que dans le commerce, c'est très difficile de trouver des jolis meubles de salle de bain, des meubles vasques. Très difficile. Ou alors, il faut y mettre un rein. Voilà, il faut y mettre un rein, ou alors tout ce qui est dans un budget correct, c'est de la gnognotte, c'est du mélaminé, c'est du stratifié, c'est même en magasin, tu sens que le truc est un peu branlant, tu vois. Donc j'ai tout de suite dessiné des meubles vasques en Cyporex avec... Oups, c'est moi qui sonne. Je m'excuse. Pas de souci. Mais oui, mais en plus c'est déjà une méthode que tu avais appliquée au domaine. Oui, exactement, au clos. En fait, j'ai repris, si tu veux, entre le clos et le domaine, j'ai vraiment fait comme une petite annexe, avec les mêmes matériaux, les mêmes faïences, les mêmes tomates, pour que ce soit une petite suite. Et pour que les invités qui soient invités au clos, au domaine, ou même
au relais, peu importe l'adresse, c'est toujours le même standard, c'est toujours le même esprit, c'est toujours voilà. La même Faut- je, signature. je ne veux que personne se dise ah merde, je suis dans la mauvaise maison, Mm. moi j'ai été attribué au relais. Non, non, chaque maison a le même standard. Et donc là, j'ai dessiné tous ces meubles de salle de bain que perso j'adore. Je te donnerai après mes petites inspirations. Et puis ensuite, tous les sols ont été supprimés puisque le propriétaire avait mis du parquet stratifié, du plastique, tu vois. Pour moi, il n'y a rien de bois dans un parquet stratifié où tu as une pellicule de 1 millimètre de bois. Et en plus, il avait choisi, tu vois, du gris clair, du ébène, du effet chêne clair, etc. Donc, chaque pièce avait une teinte différente. Et on sait très bien que dans des petites surfaces, il faut unifier les sols pour que l'œil ait l'impression que la surface est plus grande. Et plus grande. Et donc là, je vais faire poser un parquet massif sur c'est la dernière chose qui reste. Et ensuite, j'ai fait aussi une cuisine. Il n'y avait pas de cuisine. Si tu veux, de la maison, c'était un peu comme une maison de constructeur. Tu arrives, tu n'as pas la cuisine. Il n'y avait même pas les salles à bain. Il y avait les sols, les évacuations. D'accord. Ok. Et donc là, j'ai créé une cuisine aussi en Ciporex qui sera recouverte de béton ciré. Ça va être fait cette semaine. Et puis après, tous les enduits, toutes les peintures. Donc finalement, c'était un peu plus qu'un relooking et c'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps. Voilà. Et quand tu dis tu fais une cuisine en Ciporex béton ciré, est-ce que tu entends intégrer des caissons de la grande distribution ou genre faire des étagères, garder Oui, un peu la même moi je suis sur du signature que low sur tes meubles de salle de bain, parce que c'est ce que tu fais. exactement, c'est sur le même modèle. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu as les jambages en Ciporex. Pour les plateaux, tu sais que le Ciporex, en fait, je crois que ça fait 60 maximum, donc ça reste quand même assez fragile et je le déconseille pour faire des plans de travail. Ou sinon, les jambages doivent être très, très proches. Mm. Donc là, mon maçon utilise, tu sais, les clôtures en béton, souvent utilisées même pour les pavillons un peu années 50. Donc, en fait, c'est des pieds... des poteaux que tu enfonces et puis après tu viens glisser des panneaux de béton pour faire Oui, la clôture. Tu les vois, je les vois très bien, ouais. et ben donc mon maçon utilise ces fameux panneaux de béton prémoulés Mhm. pour faire les plans de travail. D'accord, Voilà, intéressant et ça ça. coûte rien du tout. Ça coûte, je sais pas, un panneau de clôture qui fait 2 mètres sur 1 mètre 70, ça doit coûter 36 €, tu vois. Donc ça coûte vraiment rien. Et pour avoir un effet assez épais, il me superpose même 2 épaisseurs. D'accord. Et après, il fait des finitions avec du béton. Et pour la finition finale, moi, j'utilise le béton ciré de chez Résinence, que j'utilise depuis maintenant 6 ans. Et je t'assure que c'est un matériau de super bonne qualité, très facile à appliquer. Tu as plusieurs couleurs, tu vois, tu as plusieurs grilles. Maintenant, tu as des beiges, des blancs qui sont très tendance. Tu as aussi un peu de sienne, ce genre de couleur. Et ensuite, tu peux venir choisir un vernis qui est soit mat, soit satiné, soit brillant. Moi, j'utilise toujours le mat, que tu dois mettre en 4 ou 5 couches. Oui, Voilà. je vois bien. Je Voilà. vois. Donc ça, moi, je l'utilise. Et il y a plusieurs gammes. Le plus costaud, un vendeur m'avait dit que le spécial douche à l'italienne était plus costaud puisque soumis à des conditions euh, Extrême. extrêmes et que si je voulais un rendu encore plus qualitatif, il me conseillait la gamme douche à l'italienne. Donc en fait, toutes mes cuisines sur les 3 maisons sont réalisées avec le béton ciré résinence coloris ombre parce qu'on me le demande souvent, c'est pas moi de résinence, voilà, D'accord. spécial chez Italienne. Avec un vernis Avec un vernis ultra spécial douche à l'italienne alors. ouais, tout ça chez Résinence. Des super produits. Moi, je trouve que c'est assez correct sur des toutes petites surfaces comme ça. Et puis, tu sais, ça se patine en fait comme un béton Mm. ciré de sol. Donc, forcément, tu vois, une petite tache d'eau va créer une petite nuance. Quelqu'un va découper un petit morceau de saucisson sans utiliser une planche, donc tu vas avoir une petite griffe. Mais je trouve que ça apporte du charme aussi à un intérieur, toutes ces Mm. petites imperfections. Oui, parce que toi, finalement, qui crée des lieux de fort passage et Oui. avec des gens qui vont pas forcément prendre trop soin, effectivement, des matériaux, tu déconseilles
conseilles du coup pas forcément le béton ciré et en fait, ça vit bien avec. Oui, ça se patine et tu vois, au domaine, j'en ai mis dans 3 ou 4 chambres et il est super bien. J'ai pas du tout de sur les réseaux, je suis quelqu'un qui a eu des pas des fêlures, mais tu sais, Des le fissures, non? fissure, ah, exactement et en fait, le mien, pas du tout, parce qu'ils sont posés aussi sur des dalles, de béton. Peut-être que c'est ça, hein. Mais tu as aussi une technique, tu sais, japonaise où tu mets, Oui, de la feuille d'or ou de l'or fondu, pour, du rattraper. kintsugi, ouais. Voilà, bravo, j'avais plus le mot. Mmh. D'accord et donc si on en revient, tes délais de travaux là, Ah, effectivement, délai donc qui sont un peu compliqués parce que du coup, tu étais censé, avoir fini et tu y es encore? Oui, alors normalement là, tous les lieux devraient être ouverts. Donc là, j'ai pas mal de retard. Autant te dire que je commence déjà à rembourser mes emprunts, hein, puisque Mmh. moi, les banques m'avaient fait 1 an sur une maison et puis 5 mois sur la deuxième. Donc là, si tu veux, rien n'est ouvert, rien ne fonctionne, mais je paye. Voilà. Ouais, c'est ça. Heureusement que j'ai le business du domaine de Ronsard qui m'assure une trésorerie. Et donc là, la difficulté, et ça a été la plus grosse difficulté sur ce chantier, c'est de faire venir bosser les artisans. Mmh. Et en fait, malheureusement, dans ma région, dès lors qu'un artisan a un devis signé chez un client, il accepte. Moi, dans ma région, ils sont incapables de dire: «Je suis désolé, je viens dans 6 mois». Ça, c'est pas possible. Ah Tu vois? ouais. Laisser l'opportunité qu'un concurrent, qu'un confrère vienne, prendre un contrat parce qu'il est disponible, c'est impossible pour eux. Donc dès lors qu'un client, signe un contrat et ben, l'artisan accepte et commence un chantier chez lui. Donc si tu veux, moi là, j'ai quand même, plusieurs artisans qui travaillent en même temps que mon chantier sur 3, 4, 5 autres clients et donc ils viennent 1 journée et demie par semaine. Mmh. Voilà, donc Donc ça avance beaucoup moins vite que prévu. alors là, si j'ai un conseil à donner, c'est, de signer une clause de fin de chantier avec vos artisans et si vous y arrivez, mettez des pénalités de retard de l'ordre de 200 € la journée de retard sur Ouais. la dette. Alors je sais qu'en région parisienne, ça se fait, à la Oui, campagne, peut-être il moins. y a des régions, enfin les zones urbaines, très sollicitées, effectivement, ça se fait bien, mais c'est vrai que dès qu'on est en province, Ouais, c'est compliqué de mettre en sorte, enfin, de mettre ces clauses-là en mmh. vigueur parce Alors qu'effectivement, moi, tu risques j'avais imaginé. de faire partir un bon artisan, quoi. Exactement. Alors l'avantage pour me consoler, c'est que la qualité est au rendez-vous. Ils sont hyper sympas et c'est peut-être aussi un défaut parce que comme ils sont très sympas, tu leur laisses passer, pas C'est mal plus de. sympa aussi, ouais. Moi, j'ai des artisans en plus qui s'entendent très bien. C'est-à-dire, tu vois, ils se font la bise, ils prennent un café ensemble, ils peuvent se voir le week-end. Si tu veux, je sais qu'ils s'envoient des SMS en disant: «Tu viens travailler quand à Ronsard là? Tu y vas lundi ou mardi?» «OK, lundi, mardi. Bon, bah, je bloque aussi, lundi, mardi, comme ça on sera ensemble», tu vois? Mmh. Ils se recommandent les uns chez les autres sur d'autres chantiers aussi. Ça. Et alors, une astuce que je donnerais aussi, par exemple, je n'avais plus de plombier et mon maçon Benjamin m'a dit: «Ah, j'ai rencontré sur un chantier un super plombier, il s'appelle Michel. Ah, il est super, vous allez l'adorer». J'ai dit: «OK, faites-le venir demain». Voilà. Et donc le Michel est venu, adorable, on s'est vraiment tout de suite super bien entendu. Et comme ce Michel avait été recommandé par Benjamin, et bah forcément, il se devait d'être carré et sérieux. Ah bah j'avais le devis sous les 48 heures et la semaine suivante, il venait bosser, tu vois? Ouais. Donc si j'ai un petit conseil à donner aussi, c'est, faites venir les copains Mmh. de vos artisans. Quand on en Parce trouve un bon. Enfin, quand on a trouvé un que bon artisan, faut lui faire recommander d'autres artisans, c'est sûr. Voilà, parce que quand tu recommandes quelqu'un, tu es un peu garant de Mmh. la bonne qualité. Même si, tu vois, toi, tu recommandes, une femme de ménage ou si tu recommandes, ne serait-ce qu'un resto ou quelque chose, bon, bah, tu serais quand même gêné de dire, «Bah, écoute, c'était dégueu, qu'est-ce que tu m'as recommandé comme adresse là?» Mmh. Tu vois? Donc ou alors, «Cet employé vraiment, je l'ai pas du tout senti, Oui, je puis comprends pas ta tu recommandation». aucun intérêt à recommander Oui, quelque chose dans lequel tu pas confiance. Autant dire: «Bah non, désolé, non, j'ai pas. je connais personne», Exactement. Donc là, si j'ai un conseil, tu vois, à dire, c'est vraiment,
demandez à vos bons artisans s'ils connaissent d'autres. Et j'avais aussi utilisé, tu vois, à un moment donné, il me fallait quelqu'un qui était un petit peu touche à tout, tu sais, pour me faire des pleins, des petites finitions, repeindre des volets, enfin, pas vraiment de spécificité particulière. Et j'avais été, tu sais, dans un marchand de matériaux de ma région, équivalent au Point P ou tu vois, de gros comme ça. Et je m'entendais très bien, donc je la salue, elle s'appelle Cynthia, et qui est donc la personne qui est un peu commerciale et qui est aussi un peu à la caisse, qui a un poste assez 360. Et je lui dis, Cynthia, t'as pas quelqu'un à me recommander dans la région qui fait des travaux un peu touche à tout? Elle me dit, mais si, mais Michael, il est super, voilà son numéro. Donc en fait, tu vois, ces personnes qui travaillent Dans le dans, bâtiment, oui. dans le Et qui bâtiment, sont au contact des artisans tous les jours, elles ouais. sont là. Elle, si tu veux, cette personne, elle connaît mais tous les artisans qui viennent chercher les matériaux tous les matins Mm. avant de partir sur les chantiers. Donc, et elle sait très bien aussi, bah, tu vois, le bouche-oreille, qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Parce que autant te dire que les artisans, entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Non, c'est sûr. Donc ça peut être une bonne technique aussi. Et pour revenir à cette question de délai, j'avais imaginé acheter un énorme tableau Velleda d'école, tu vois, genre 3 mètres sur 2, de faire des colonnes avec chaque prénom d'artisan. Donc, tu vois, le plombier, le maçon, le plaquiste, le peintre, le menuisier, le terrassier, etc. D'organiser une réunion de chantier par semaine ou tous les 10 jours et de les confronter en disant, OK, donc toi, tu as une salle de bain, tu as de la faïence, tu as un plan de travail à réaliser. Combien il te faut de jours? OK, il te faut la semaine, il te faut donc 5 jours ouvrés. Je t'en laisse 9, je t'en laisse 10. Allez, je suis généreux, je t'en laisse 10. Donc là, on est le premier, ça veut dire que le 10, c'est terminé. Je te mets une croix sur le tableau, le 10, c'est acté, c'est terminé. Et tu prends ton engagement devant tous tes copains. Ensuite, le menuisier, il faut refaire les marches de l'escalier. OK. Donc, il faut quoi? Une demi-journée? 2 jours? OK. Allez, je t'en mets 6. Donc, on est le premier. Le 6, c'est terminé. Je mets une croix sur le tableau. C'est terminé. Le 6, on n'en parle plus. J'avais imaginé, toi, faire vraiment prendre des responsabilités. Parce qu'ils me disent tous, oui, 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 c'est fait cette semaine. Et puis, en fait, moi, j'arrive le vendredi, c'est pas fait. Tu vois. Ouais, mais ça peut marcher, hein, parce qu'en plus, c'est vrai que s'il y en a un qui prend du retard, il impose son retard aux copains. Donc, effectivement. Exactement. Donc ça peut être une bonne idée. Enfin, dis-moi, toi, en tant qu'architecte, ce que tu en penses, de réunir tout le monde et de prendre des actes et de les noter. Et comme ça, tous les jours, le tableau, il va passer. Et puis d'avoir son panneau de chantier. Moi, je recommande de faire son panneau de chantier. Rien que même pour expliquer ton projet, dire qui tu es, là où tu vas, ce que tu veux créer. Et tes artisans, en fait, ils s'impliquent parce qu'ils comprennent le projet. Exactement. Tu vois, tu affiches tes plans, même, tu vois, moi, ils ont du mal parce que j'ai des idées parfois un peu farfelues. C'est, par exemple, sur les cuisines béton ciré, je mets même mes photos d'inspi. En disant, bah, ça sera dans ce style-là. Ah, mais c'est carrément ce qu'il faut faire. Hein. J'ai mis des tomates et j'ai mis un béton ciré clair parce qu'en fait, je me suis inspiré de cette photo. Et en fait, ce que vous allez faire, le rendu va ressembler à ça. Si tu veux, ça reste, les artisans, ça reste quand même des gens qui sont pas forcément créatifs et pas forcément, je dis pas tous, hein, mais ils ont nous, en tant que propriétaires et personnes qui faisons exécuter les travaux, on voit tout de suite le rendu final, souvent parce qu'on est de plus en plus accroché aux images, à Pinterest, aux photos. Donc, on veut que le plus vite possible, ça ressemble à la photo C'est ça. La photo coup de cœur. Et on a surtout aussi très envie que ça ressemble exactement à ce qu'on a imaginé. Et donc, à peut-être un bout de cette photo, mais aussi un bout de celle-ci. Et c'est quand même très difficile pour un artisan de comprendre ce que tu as dans ta tête si tu lui dis pas. Parce que lui, Pinterest, limite, il connaît pas l'appli. C'est ça. Il sait pas de quoi tu parles. Donc là, ça peut être un conseil, tu vois, c'est ce tableau, bien sûr, d'afficher dans le salon ou dans chaque chambre le plan. Comme ça, tu vois, imagine le plaquiste est en train de faire ses petits trous pour les sorties de prise moi, tu vois, dans ma maison, toutes mes prises de table de chevet, en fait, elles sont mal placées. Parce que soit elles vont cogner sur mon sommier, d'accord? Soit elles sont trop décalées, donc elles vont, même ma table de chevet ne va pas la cacher parce qu'ils les ont mis trop loin.
Ah. Mm. Et sinon, un petit conseil aussi que je donnerais, ça serait vraiment de prendre, tu vois, un crayon de bois de chantier là, et de faire les croix avant, en disant là, je veux la prise là. Mm. Et au moins, c'est vous, le propriétaire, qui décidez si la prise elle est à 1 mètre ou 1,10 m du lit ou à 60 centimètres. Et c'est pas l'artisan qui, lui, bah, les standards, c'est 1 mètre. Peut-être que les standards, en fait, ne vous conviennent pas. Mm. Moi, si tu veux, tous mes plans de travail dans mes salles de bain, j'ai fait une petite marque sur la position que je voulais. Tu vois, par exemple, j'ai fait un meuble vasque, 3 vasques. Je voulais pas qu'il soit collé à ma baignoire, mais je voulais pas qu'il soit collé à ma fenêtre non plus. Donc, j'ai laissé, je crois, 80 centimètres de chaque côté et j'ai fait les marques. Comme ça, l'artisan savait exactement où le Ciporex du jambage devait arriver et où il devait se terminer. Mm. Après, dès lors qu'il y a des cloisons, c'est pareil. Ça, c'est aussi un conseil que je donne. Tu as beau travailler pendant des heures et des heures et des heures sur ton logiciel 3D pro ou semi-pro ou peu importe, sur place, même si ton logiciel te dit que la cloison doit être à 2,30 m parce que tu as ta fenêtre, etc., bah, en fait, peut-être que sur place, ça sera 2,50 m. Donc, il faut ajuster, bien sûr. Il faut confronter la C'est 3D à la réalité. Ouais. Et là, c'est pareil. N'hésitez pas aussi à acheter une bombe de chantier fluo et de tracer au sol, quitte à vous dire, quand vous allez revenir une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois sur le chantier, en disant, bah non, finalement, cette chambre-là, je vais la décaler de 60 centimètres parce qu'elle sera plus équilibrée avec la prochaine. Et n'oubliez pas, parce que malgré mon expérience dans les travaux, il ne faut pas oublier que quand on met le rail, quand on met le BA13 et quand on met l'isolation, et qu'on fait ça sur 4 murs, la pièce, au final, n'a plus la même taille. Ouais, c'est sûr. Parce que tu vois, moi, j'ai aménagé des combles en me disant, bon, ok, je mets mes cloisons, et une fois sur la pièce avec 4 murs, 28 cm de laine de verre, plus le rail qui fait quasiment 7-8 cm. 7 avec le placo, ouais. 7 avec le placo, et ben, tu fais ça sur une pièce, tu vois, qui fait peut-être 15 mètres carrés. Ah, ben, elle paraît bien plus petite, hein. Mm. Ça, je te l'assure. C'est sûr. Ouais. Donc, moi, je Puis t'as donnerais pas la même épaisseur selon la face, le mur. Donc, toujours confronter ce plan à la réalité, très, très important aussi. Et ne pas toujours les écouter, ces artisans, parce qu'au bout d'un moment, il faut leur dire, écoutez, c'est pas vous qui allez vivre dans cette maison, ça reste la mienne. J'écoute vos arguments. Ok, les standards, c'est comme ça. Mais moi, je voudrais que ma faïence, elle aille jusqu'au plafond. Mm. Et peu importe si ça me coûte 150 balles De de plus. faïence. Plus. Voilà. Je trouve que visuellement, tu vois, par exemple, pour une salle de bain, il me dit, bon, bah, on met jusqu'à, je sais pas, 1,80 m. Et je lui dis, bah non, moi je trouve que visuellement, quand on va rentrer dans la pièce, surtout si les murs sont d'une couleur différente de la faïence, eh ben, on va voir que la démarcation va être assez vive. Alors que si on met la faïence jusqu'au plafond, ça va élancer ma pièce vers le haut, ça va donner un peu plus de hauteur. Ah, mais non, mais ça se fait pas, etc. Au bout d'un moment, le gars, tu lui dis, écoutez, c'est ma baraque, je suis quand même, je pense avoir des goûts assez certains en décoration. Hein. Moi, j'ai déjà fait une dizaine de parutions dans les magazines de décoration. Faites-moi confiance. Mm. Oui, puis après tout, c'est chez toi. Hein. Oui. C'est toi qui décides. Mais à partir du moment où tu sais exactement ce que tu veux, effectivement. Le minimum, ils se disent, bon, on va pas se... Tu vois, le service est un petit peu minimum, il faut toujours négocier pour avoir le truc en plus. Mm. Ou le truc qui sort de l'ordinaire, en tout cas. Oui, truc qui sort de l'ordinaire. Voilà. Une fois sur une maison, j'avais mis, tu sais, les interrupteurs Fontini qui sont en porcelaine avec, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est les interrupteurs à l'ancienne. C'est des boîtiers qui sortent un petit peu du mur de En saillie, ouais. Voilà, saillie, avec un petit contour en bois éventuellement. Il n'était pas obligé de mettre pour une finition parfaite. Ça coûte une fortune. Et tu vois, j'avais un électricien qui comprenait pas pourquoi je voulais mettre ça, alors que le grand fait des trucs super. Et donc, tu as réussi à les mettre quand même, finalement. Je ne sais pas si je vais pouvoir les poser. Moi, j'ai jamais posé ça. Et finalement, il avait accepté. Mais bon, après, souvent, maintenant que je les connais, je dis, bon,
vous savez que moi, j'assume avoir des goûts particuliers et j'ai faites-moi confiance. N'ayez crainte. Vous verrez quand ça sera terminé. Ça va vous faire des beaux books pour Ouais, vos... c'est ça, ils sont contents en même temps, j'imagine, au bout du compte, le résultat est quand même chouette. Ouais, très chouette. Après, par exemple, tu vois, je fais aussi changer toutes mes plaintes là-bas. Pour cette maison qui manquait de charme, j'ai fait poser des plaintes avec une petite moulure, tu vois. Donc, mon artisan me dit, est-ce que je vais chez ma magasin de matériaux, là, est-ce que je te prends des plaintes? Et je lui dis, non, 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 surtout pas. Laisse-moi les choisir. Oui, j'allais les choisir. C'est Et une clair. fois posé, il me dit, oui, c'est vrai, je vois la différence. Tu vois. Mm. J'ai fait changer toutes mes tablettes, toi, pour cette maison qui manquait de charme. J'avais des tablettes de fenêtres qui étaient en BA13. Je les ai faites retirer pour mettre des tablettes en chêne très épais de 3 cm et demi avec avec une défonceuse, tu sais, pour avoir un- une petite Une petite arête. moulure. Oui, Mm. une Sur le- voilà, sur la facette. Et si tu veux, dis oui, non, ça va pas se voir. Et une fois que la tablette est réalisée et que toute la maison a ses nouvelles tablettes en chaîne et que ma petite poignée a été changée pour une poignée en porcelaine avec la petite finition et les trucs en laiton, ça change. Alors là, toi, j'ai une petite anecdote aussi. J'ai changé toutes mes poignées de porte pour des poignées en porcelaine. Bien sûr, les poignées de porcelaine étaient livrées avec une petite vis plate, d'accord? Mm. Donc, à fixer avec un tournevis plat. Je les pose devant chaque porte pour que l'artisan les change. J'arrive 2 jours plus tard, et ben elles étaient toutes posées avec une vis cruciforme. Horrible. Ouais, il devait bien y avoir une bonne raison, c'est Ah bah, sûr. je sais pas, parce qu'il n'avait pas le tournevis plat, tu vois, j'en sais Oui, rien. c'est ça. Donc, bon, là, il va falloir que je les change toutes, tu vois. Et je Mm. ne sais pas où sont passées Bah, les mes, origines, ouais, c'est ça. mes vis d'origine, Qui devaient livrées, être en laiton, non, même. Elles qui étaient pas cool. étaient superbes, tu vois. Ah. Donc là, tu vois, il faut avoir l'œil. Et moi, j'apporte énormément d'importance à tous ces petits Mm. détails, parce que tous ces petits détails, mis Bah, les uns après c'est ce les qui autres, fait le résultat, ouais, exactement. c'est sûr. Ça, tu vois, j'ai du mal. Bon, après, il faut être sur place. Je leur explique gentiment. Je dis, ça sera bien aussi pour tes chantiers plus tard, tu vois. Il faut que tu aies l'œil. Parfois, j'ai vraiment l'impression de passer pour le gros chieur de service. Mais bon, Mais quand on sait ce qu'on veut, il faut savoir effectivement donner ses exigences et puis savoir dire non, quoi. C'est aussi, c'est ta maison, c'est toi qui rénoves, c'est sûr. c'est exact. Et alors, si on parle un peu ambiance, comment tu t'es projeté? Alors, tu nous as dit effectivement que tu déclines la même ambiance un peu dans les Oui. différents lieux, mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, comment t'as établi tes bases, si on peut dire? Alors, si tu veux, lorsque j'ai terminé la première rénovation du domaine de Ronsard, autant te dire que fin de travaux, en ayant fait en plus la piscine en priorité, avec un emprunt complémentaire pour terminer tous mes travaux ERP, je n'avais plus un centime. D'accord? Donc, plus rien. Et là, je me suis dit, il va falloir meubler quand même cette maison qui est énorme. Comment je vais faire pour meubler à moindre coût et en ayant quand même un style sympa cette maison. Et là, je me suis dit, alors déjà, j'avais aucune envie de mettre du Ikea ou du Confo ou du But parce que pas du tout mes goûts. J'aurais adoré chiner au puce de Saint-Ouen du mobilier de designer et des belles pièces vintage. Mais là, les prix, tu oublies. Et donc là, je me suis dit, en fait, système D, ça veut dire Le Bon Coin, Vide-Grenier, Emmaüs. Ce qui Et te à correspondait, en fin de compte. ce qui me correspondait, mais à l'époque, tu vois, j'adorais chiner dans les vides-greniers, mais tu sais très bien que dans les vides-greniers, tu vas trouver une assiette, tu vas trouver 3 verres, tu Oui, vas trouver le éventuellement mobilier moins, c'est sûr. et ça reste quand même du petit mobilier. C'est rare que tu aies une enfilade scandinave dans un vide-grenier, tu vois. Mhm. Et là, c'est là où j'ai vraiment découvert Le Bon Coin, en fait, pour chiner à moindre prix, parce que tu as quand même beaucoup de gens qui vident des maisons avec des dates de déménagement et qui sont prêts à brader pour que la maison soit vide à la fin du mois, parce que Mhm. à la fin du mois, le notaire arrive et te dit c'est votre problème, la maison doit être nue, quoi.
Donc là, j'ai chiné mes belles pièces sur Le Bon Coin, notamment des lits en rotin. Tu vois, des lits en rotin, aujourd'hui, ça coûte une petite Ouais, fortune. Moi, j'ai réussi à trouver des lits en rotin à 80 €, tu vois. ouais. Des lits adultes, Des lits adultes en matelas en une personne, ouais. 190, ouais. Ouais, ça donc ça, j'ai trouvé ces pièces-là. J'ai trouvé plein de petites, commodes, scandinaves. Tu sais, les pieds compas Mmh. avec, les petits tiroirs un petit peu biseau, tu vois? Ça, tu en as À des l'appel, pages ouais. et des pages et des pages et surtout, moi, je les appelle, tu vois, les brocanteuses instagrammeuses, tu sais, qui relouquent des meubles et qui te les revendent à prix d'or. Alors OK, il y a du travail, OK, il faut aller les chercher, il faut les penser, il faut les peindre, mais tu arrives quand même à trouver des petites commodes comme ça entre 40 et 60 €, et qui sont revendus 350-400, tu vois? Mmh. Donc ça, j'ai équipé pas mal, la maison avec du petit mobilier de charme comme ça. Ensuite, j'ai créé moi-même, et j'avais lancé une gamme qui s'appelait Maison Ronsard. C'était une ligne de mobilier, tu regarderas sur Insta, une ligne de mobilier avec, de la planche de coffrage. D'accord. OK. Donc, si tu veux, sur mon chantier, l'idée m'est venue en fait pendant le confinement parce que, bah, comme cette maison était terminée et prête à démarrer, j'ai eu quand même, des semaines et des semaines et des semaines d'agenda vide où j'ai pu peaufiner ma déco. Et là, les premières semaines de confinement, bah, tu sais, les boutiques étaient fermées, même les magasins de bricolage au début, ils étaient un peu Mmh. fermés. Et là, j'avais tous mes matériaux de chantier, de restes de peinture, de bouts de bois, de planches, de tout ce que tu veux qui était stocké dans une grange. Et je me suis dit, tiens, je vais créer une tête de lit avec de la planche de coffrage. Donc, j'ai tout simplement découpé un modèle. Je la vois, je crois. Je pour Toi, qu'on t'en es- détende. C'est une tête de lit en bois blanc. Oui, exact. Oui, je J'en ai vois. partout dans toutes les chambres. D'accord. Et donc là, j'ai assemblé, tu vois, plein de planches de coffrage de tailles différentes, les unes à côté des autres. J'ai fixé 2 tasseaux en dessous, un à hauteur, à 20 centimètres du sol et un à peu près 1 mètre. Et ensuite, avec, un crayon de bois, j'ai dessiné une demi-forme, sur la partie de droite que j'ai reproduit avec, la partie identique, tu vois, pour avoir, l'effet papillon, tu vois, le Ouais. double. Avec un Et puis patron, quoi, avec un quelque patron, part. Ouais. voilà, exactement. Et ensuite, hop, 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 désolé. Et ensuite, j'ai reproduit donc la partie double, et puis ça a fait une tête de lit ultra sympa, tu vois. Tout simplement. Et ensuite que tu as peint. J'ai poncé, mais j'aimais bien aussi la texture assez, les Brut. imperfections du bois un peu Mmh. brut comme ça. Donc j'ai vraiment poncé en surface pour pas que tu aies une écharde ou quelque chose. Et je me suis dit: «Et si je faisais une petite boîte, une petite collection, de meubles réalisés en bois de coffrage?» Et là, j'ai dessiné un banc, j'ai dessiné une bibliothèque. Tu vois, tous mes vaisseliers un peu casiers où je Oui. stocke la vaisselle vintage. Mmh. Donc là, tu vois, ce modèle, j'en ai 4 ou 5 chez moi. Ensuite, j'ai dessiné, des fauteuils, j'ai dessiné des petits nichoirs et j'ai créé à chaque fois des prototypes. Et donc en fin Et de compte, c'est toi qui a fait tout ça? Parce que oui, jusque-là, tu nous parlais de tes artisans et tout, mais non, en fait, tu bricoles aussi? exactement. Alors moi, je sais pas faire grand-chose, mais j'ai toujours aimé travailler le bois, et c'est vrai qu'une scie sauteuse, c'est assez simple Mmh. à utiliser. Ponceuse, scie sauteuse, tu vois, c'est pas très compliqué, et j'ai lancé donc cette gamme. J'avais, une 10-15 références, tu vois? Mmh mh. Et j'ai pris des précommandes, et là, en moins de 1 mois, je me suis retrouvé avec 250 commandes. Ça y est, c'était une nouvelle entreprise qu'il fallait créer. Exactement. Donc, tout de suite sur ce côté, bah, voilà, charme, do it yourself, récupération de matériaux, bah, toujours, tu vois, faire, transformer, des choses qui vont partir au feu ou à la déchetterie, à transformer, en mobilier d'usage, tu vois, Mmh. en truc, pratique. Et là, plein essor, la boîte et là, je me suis vite rendu compte que moi, tout seul, j'allais pas pouvoir produire parce que j'avais mon autre job, principal à côté, et que, il fallait que je cherche donc à me
menuisier, il fallait que je cherche une commerciale, il fallait que j'ai une infoline, parce que autant te dire que mes tailles standards, j'avais des gens qui disaient, alors moi j'ai une soupente, donc est-ce que vous pouvez me faire un modèle sur mesure qui fasse à la base jusqu'au truc maximum 1,10 m et j'ai un lit sur mesure, et est-ce que vous pouvez me l'envoyer dans ma maison de campagne, mais moi j'y suis pas, donc il faut que l'envoyer chez la voisine, mais il faut quand même payer mon contact. Et là je me suis dit, mais c'est impossible, je peux pas lancer une activité comme ça juste pour un truc qui était juste pour passer le temps au départ. Non, tu vois. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, ok, je lance la boîte. Il faut que je trouve un transporteur, il faut que je trouve un menuisier, il faut que je trouve une commerciale, une personne qui gère les expéditions. Parce qu'en fait, il faut emballer sur une palette, il faut mettre un film, il faut mettre une étiquette, il faut appeler le transporteur, il faut appeler la cliente, il faut demander la couleur parce qu'elle va te demander un râle particulier, il faut aller acheter la peinture. Bref, une vraie entreprise. Et je me suis vite aperçu que c'était possible de le faire, mais il fallait encore que je recrée une structure, que je recrée nos entreprises. Donc en fait, je n'ai honoré aucune précommande, mais je n'ai aucun compte. J'assure à tout le monde que je n'ai pas touché un centime. Et au bout d'un moment, j'avais pris tous les mails sur un petit fichier et j'ai envoyé un mail à tout le monde disant, désolé, la bonne idée s'est transformée en fait en mauvaise idée. Je n'ai pas l'énergie d'honorer les commandes et de créer une société en tant que telle. Je garde l'idée de côté. Voilà. Donc, si un menuisier, un jour, se présente à moi et cherche un job, pourquoi pas? Une chose en son temps, là, j'ai beaucoup... Oui, là, tu t'en es déjà bien mis du pain sur la planche. Un projet sur le feu. Si tu veux, moi, ce job, je n'ai pas l'impression de travailler, tellement ces projets m'animent et me rendent heureux que je me lève le matin. En fait, quand je suis en week-end, en vacances ou au taf, je n'ai aucune différence sur le plaisir. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est cool. C'est rarissime d'avoir un métier passion. J'encourage vraiment tout le monde à vivre de sa passion, si c'est possible. Et du coup, effectivement, si tu nous parles de cette fameuse bibliothèque d'accumulation murale, enfin, Alors là, ça a été fait complètement sur mesure, si tu veux. Je me suis rendu compte que moi, si tu veux, j'ai énormément de vaisselle vintage parce que toute la vaisselle que je propose aux mariés du domaine de Ronsard et aussi sur les 2 autres adresses, c'est que du vintage. Donc, chacun a une assiette différente, chacun a un verre en cristal différent. J'ai des soupières, j'ai des plats, j'ai des bougeoirs en laiton. Il n'y a aucun placard du commerce qui peut stocker tout ça. La vaisselle. C'est sûr. Possède. Et donc, mon papa, qui est très bricoleur, un jour est venu avec un de ses copains qui s'appelle Yannick. Il va nous écouter, donc je le salue. Et j'avais trouvé dans un magazine de déco un meuble casier, mais style Maison du Monde, tu sais, le meuble faisait 1,80 m sur 1,80 m, tu vois. Et là, je me suis dit, j'ai des planches de coffrage qui s'appellent des Lorraine. C'est très large, ça fait 35 cm de large sur 1,5 cm d'épaisseur. Et là, je me suis dit, il me faut un meuble casier qui parte du sol jusqu'au plafond. Il faudra même un escabeau, voire une petite échelle pour y accéder, avec des casiers de 30 cm qui correspondent pile poil à l'épaisseur en fait. D'une assiette à peu près. D'une assiette et de la planche. Et là, je vais créer donc un système avec des encoches. Ça veut dire que chaque planche est entremêlée dans l'autre planche. C'est-à-dire que le bloc vaisselier tient d'un seul tenant. Puisque chaque planche les planches verticales ont des encoches et les planches horizontales ont des encoches et les encoches viennent s'entremêler. Voilà. D'accord. Un petit tuto sur mon Instagram, si vous voulez le reproduire chez vous. Ah, c'est une bonne chose à savoir, effectivement. En une demi-journée, tu as un vaisselier qui est créé comme ça, sur mesure, et qui exploite tout un pan de mur entier. Et qui crée vraiment un univers, un visuel. C'est super esthétique, hein, surtout que tu as joué vraiment en accumulation par typologie de vaisselle. C'est assez chouette. Après, tu peux aussi mettre un peu de toi de temps en temps. Je mets quelques bouquins, je mets de la déco. Là, j'en ai créé un deuxième pour mettre toutes les foutas de la piscine, pour que les invités puissent mettre leurs tongs, leurs chaussures quand ils sortent du vestiaire. Des petits casiers, voilà. J'en ai mis dans mon office pour mettre les vases, voilà. Plein de trucs. Ok.
5 modèles ont été créés. Et il y a un truc que j'ai repéré aussi chez toi, c'est que t'aimes jouer sur les contrastes. Il y a beaucoup de tons très clairs et beaucoup de tons très foncés. Oui, C'est c'est vrai. rarement mitigé. C'est vrai. Alors là, tu vois, la maison, maintenant, ça va faire 3 saisons que je suis ouvert. Et là, j'ai envie de tout changer. C'est-à-dire que les modes, tu vois, moi, je suis ultra connecté sur Instagram pour suivre toutes les tendances, suivre toutes les nouveautés. Ça évolue, mais tellement vite. En fait, tu te rends compte que tu as des cycles de 6-8 mois et tu as des tendances qui arrivent et qui repartent comme un coup de balai, tu vois. Mm. C'est incroyable. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une tendance où tu mettais un mur d'une couleur très contrastée et des murs plus soft à côté. Là, j'en ai marre. Là, clairement, j'ai envie de pièces unies en ce moment. Ensuite, j'ai testé un plafond noir. Je ne sais pas si tu as vu ma cuisine. J'ai une cuisine avec un toit cathédrale qui fait quasiment 8-9 mètres de haut. Et j'avais pas envie d'un plafond blanc. La pièce était beaucoup plus haute et mon artisan avait baissé pour des questions de chauffage de quasiment 3 mètres ma toiture. Déjà. Mon toit, voilà. Pas ma toiture. Ma toiture est haute et Mm. en fait, j'ai Le faux plafond. mon faux plafond est 3 mètres plus bas. Et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire de ce plafond?» Et j'avais vu une photo, il me semble, sur Pinterest ou sur Insta, je me souviens plus. Moi, je fais beaucoup de captures d'écran. Alors tu sais que dans mon téléphone, là, je vais te dire combien j'ai de photos. J'ai, tu vas pas le croire, 64 191 photos. Et c'est que de la déco. Et il y a des petits dossiers, tu vois, chambre, maison 1, maison 2, maison Ouais. 3, projet, et cetera. Je fais aussi beaucoup de photos de mes week-ends, de mes vacances, de mes copains, de ma famille, et cetera. Mais je fais beaucoup, beaucoup de captures. Et donc, j'avais eu cette idée de faire un plafond noir. Bien sûr, mes artisans, mais jamais de la vie, mais Ouais. Ça va ça va la rabaisser. pièce, ça va rabaisser. Et non, non, faites-moi confiance. Et puis, mais tout le monde trouve cette cuisine mais magique. Voilà, donc, faut prendre les risques Mm. parfois. Et j'avais testé aussi une salle de bain sous une soupente avec le plafond aussi noir. Et alors là, pour le coup, ça n'allait pas du tout. Ouais. Donc là, malheureusement, l'artisan, quand je lui ai dit qu'il fallait repeindre en blanc sur du noir, Et est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi ça n'allait, enfin, pourquoi ça va dans la cuisine, pourquoi ça n'allait pas dans cette salle de bain? alors, ça a bien fonctionné dans la cuisine parce que la pièce est quand même assez grande. Alors, j'ai une cuisine qui fait quasiment 35 mètres carrés. J'ai une hauteur sous plafond de quasiment 8 mètres. J'ai des murs en pierre, donc des murs qui sont texturés. J'ai 2 grandes ouvertures. J'en avais ouais, 2 grandes ouvertures. J'ai un sol qui match en tomate qui matche bien avec le mur en pierre. Donc bon, j'avais peut-être voilà, puis surtout je pense cette hauteur sous plafond. Alors que dans cette petite salle de bain sous les combles, au sol, j'étais sur une salle de bain, tu vois, de 8 mètres carrés, mais la soupente était quand même, enfin, tu tenais debout sur 1,20 m, Mhm. tu vois, parce qu'après Donc, toute un environnement ah oui, plus c'est 1,20 m. étroit, déjà C'est plus plus confiné confiné, par nature. et donc là, ça n'avait pas marché. Je me sentais étouffé. Dès la première couche, j'ai vu que la couleur foncée n'allait pas marcher. Donc j'ai laissé le mur de la vasque avec les miroirs. Et les miroirs Barbier, ça offre un joli contraste. Et puis le mur de la soupente, je l'ai mis clair. De manière générale, je pense que dans des chambres, en soupente, le clair, je ne sais pas ce que Mm. tu en penses, le clair fonctionne mieux. Oui, puis c'est vrai qu'il faut quand même réussir à trouver le bon compromis, surtout dans les espaces de sommeil qui doivent rester quand même des espaces où on trouve la sérénité. Et voilà, faut pas non plus aller sur des couleurs, à mon sens, effectivement. Après, Oui. c'est toujours très personnel, la relation aux couleurs, mais aller sur des couleurs trop excitantes ou trop. Oui. Je suis d'accord. Et mon petit conseil, tu vois, ça serait aujourd'hui, toutes les marques de peinture font des petits échantillons, tu sais, les petits échantillons, les pots qui font 4 cm de haut, là. Vraiment, mon conseil, ça serait de toujours acheter un pot d'échantillon avec 3 couleurs qu'on applique. Même si on a le coup de cœur sur une couleur, c'est pas parce que sur le nuancier ou chez la Mm. copine ou dans le magasin que ça vous plaît que sur place, et alors entre les murs exposition Mm. nord et les est, les ouest, les sud, ça n'a rien à voir. C'est clair.
Pas forcément sur des couleurs neutres, type blanc, beige, etc. Mais par exemple, il y a un vert. Moi, j'utilise dans ma palette, j'ai tout le temps du vert. J'ai un vert que j'ai mis sur mes volets, sur mes huisseries, que j'ai mis en intérieur sur une pièce plein sud et dans une autre pièce nord. Ce n'est pas du tout la même couleur, alors que je vous assure que le râle est identique. C'est exactement la même, oui. Mais et ça fonctionne aussi sur les tons très neutres. Un beige, un blanc, enfin, ça réagit énormément, c'est normal. Enfin, ça réagit à la lumière et à l'orientation. Mais Ce serait de choisir, par exemple, trois couleurs assez proches, ou pas du tout, et de faire le petit essai directement sur les murs. Plutôt que d'acheter un pot entier, d'utiliser, vous dire, mais en fait, non, j'aime pas. Oui, c'est sûr. Non, mais donc, et quand on essaye de faire le nombre de couches qu'on fera au bout du compte, parce que c'est vrai qu'une couche, 2 couches, 3 couches, ça donne pas non plus la même chose. Exact. Après, moi, j'ai tendance aussi à peindre les plinthes de la même couleur. Surtout si les pièces sont pas très hautes, comme ça j'ai l'impression que ça affine un petit peu plus. Et puis, alors chez moi, tu vois, j'ai peint dans certaines chambres, les portes et les fenêtres sont de la même couleur en mode boîte que la pièce. Et dans d'autres pièces, par exemple mon couloir, mon palier, chaque chambre, le couloir est dans un gris clair et toutes les portes sont en gris presque noir chez Faro, qui s'appelle le Off Black. Mais ça, tout est possible. Oui. Je varie. Voilà. D'accord. Très bien. Écoute, on va arriver à la fin de cet épisode. Vincent, est-ce que tu as déjà donné plein de conseils dans cette conversation, mais si tu en avais un dernier, celui qu'il faut retenir à transmettre à ceux qui veulent se lancer dans la réno, effectivement. Alors, mon conseil, c'est vraiment une réunion par semaine avec vos artisans. Donc, voilà. La régularité dans la maîtrise du chantier. Si vous ne pouvez pas passer, pourquoi pas donner les clés à un voisin ou quelqu'un qui est sur place et qui vous fait des photos ou des vidéos tout le temps. Ne comptez pas sur les photos de vos artisans, hein, même si vous les réclamez, vous allez en avoir une de nuit, mal cadrée, avec un téléphone pourri, ça ne va pas. C'est pas pour tout le monde, hein, mais bon, le risque est possible. Donc, moi, c'est vrai que je suis très photo, donc je demande, par exemple, si je peux pas aller sur un chantier, j'ai une de mes salariés qui passe me faire les photos de toute l'avancée, parce qu'on peut rattraper un petit truc qui ne va pas. Et c'est pas une photo, hein, c'est 10 photos dans la pièce. Ensuite, mon conseil, ça serait toujours sur le côté photographique, créer un Instagram de suivi de chantier. Ça, c'est super. Vous avez plein de conseils. Vous créez des copains, followers qui sont dans toute la France et qui vont pouvoir vous donner des conseils de pose, vous proposer un plan A, un plan B. Hop, excuse-moi, tu vois, je suis en... Surbooké. Surbooké, ouais. Donc ça, c'est vraiment un super conseil. Et comme ça, pendant les coups de mou de votre chantier, vous pouvez revoir les photos publiées. Et 3 ans plus tard, vous dites oh, mais dis donc, on est parti de tellement loin. Et t'as vu toute la végétation qui a poussé dans le jardin. Et t'as vu la maison, elle était complètement vide au début. On n'avait rien du tout. Ça documente son projet, tout simplement. Finalement, on devrait peut-être enlever des meubles parce que c'est pas si mal quand c'est plus aéré. Enfin, ça donne des petites idées comme ça. Mon conseil aussi, ça serait toujours de faire travailler, on en a parlé, des artisans, leurs copains, faire travailler leurs copains, ou toujours demander à un bon artisan s'ils connaissent quelqu'un, ou demander à un voisin, ou ne pas hésiter si on arrive dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas, d'aller toquer aux portes des voisins. Voilà, je cherche un artisan, demander au maire, est-ce qu'il y a des artisans dans la commune, est-ce qu'il a bonne réputation, est-ce que je peux lui faire confiance, voilà. Bon, le conseil classique, faire 3 devis. Oui, mais on le zappe tellement souvent. On le zappe, ouais. Donc là, c'est vrai que 3 devis, ça peut être sympa. Et puis aussi, si vous sentez pas la personne, n'y allez pas, parce que vous allez quand même la voir. Si déjà un artisan ne répond pas au téléphone, n'envoie pas son devis dans une période correcte, et vous avez du mal à communiquer avec lui avant même le démarrage du chantier, il faut fuir. Ouais. Puis c'est même une question de feeling, même s'il fait tout comme il faut. Mais tu le sens, il y a des choses, ça reste une relation humaine, hein, et des fois ça passe pas, il y a un truc, tu te dis, je le sens pas, c'est pas la peine de forcer, quoi. Sinon on court à la catastrophe.
c'est déjà l'artisan, il vous dit oui, ça, il faut faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais pas réussir à négocier avec lui parce que je vois que il veut pas sortir du comment ça s'appelle le cahier des artisans avec les règles. Je sais plus comment ça. Standardisé, oui, Voilà. des DTU et J'en ai un qui arrêtait pas de me parler de ça. Au bout du moment, je lui dis écoutez, c'est pas un pavillon, c'est une rénovation, donc là, il faut s'adapter Mmh. aussi au lieu. Et puis après, un conseil aussi que j'aimerais donner, c'est ne pas hésiter aussi à faire appel aux matériaux de seconde main. Mmh. Euh, Sur Le Bon Coin, vous avez plein de matériaux disponibles. Alors, soit des matériaux comme moi j'affectionne, c'est-à-dire des vieilles portes avec des bâtis, si vous voulez faire une rénovation avec du charme et vraiment beaucoup de cachet. Aujourd'hui, sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver des portes avec les bâtis que vous allez mettre dans votre rénovation. La porte, on aura l'impression qu'elle a toujours été là. Mmh. Là, en ce moment, je fais poser une porte pour cacher mon compteur. Elle va être superbe. Ah, c'est Euh, pas toujours facile de trouver avec le bâti quand même. Ouais, alors ça, moi j'ai toujours utilisé des portes avec le bâti parce que sinon les artisans galèrent à te. Alors créer, ouais. Ils sont même si c'est pas forcément qu'ils galèrent, enfin même si je veux bien croire que ce soit pas forcément un travail évident, mais c'est aussi surtout qu'ils ont pas envie de le faire. Ils ont pas envie de le Ça faire. les saoule. Ouais. Après, pour tout ce qui est matériaux de sol, si vous avez une petite entrée, des carreaux de ciment, ça se trouve très Mmh. facilement sur Le Bon Coin. Des tomates anciennes en terre cuite, moi j'ai réussi à trouver un lot avec plus de 200 mètres carrés sur le Clos Ronsard. Donc ça peut se trouver facilement. Ça peut être aussi des vieilles vasques. Moi, mon évier là sur le relais Ronsard, je l'ai chiné 5 € dans un vide-grenier. Et en Ouais, plus, la personne me l'a porté, me l'a mis dans mon coffre, que tu as t'imagines? mis dans ta cuisine, hein, c'est ça, qui est J'ai mis dans ma rectangulaire, je le vois, un ouais. évier Mmh. timbre-office très, très, peu haut, ça veut dire Mmh. qu'il fait, genre, 10 centimètres d'épaisseur, mais il est très long, c'est-à-dire qu'il fait 1 mètre, quasiment 1 mètre de long, Mmh. et ça apporte du charme et un truc de dingue, tu vois? J'ai une copine qui a chiné aussi toute sa robinetterie, en laiton massif, tu vois? Vraiment d'une qualité incroyable, tu vois? Quelque chose peut-être des années 70-80, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même si, tu vois, moi, je prends que les standards Grohe parce que c'est du locatif Oui, et voilà. Un jour, mon tu es père sur m'a du passage, voilà. j'ai Donc il écouté faut que un ça conseil de voilà. mon père, il m'a dit: «Tu sais, dans du locatif, les gens prennent tellement peu soin du matériel que, mais ce qu'il y a de plus cher, en tout cas sur les toilettes, la robinetterie et cetera, tu seras forcément gagnant». Et c'est vrai que j'aurais préféré mettre de la jolie robinetterie en laiton, martelée, toute mignonne, italienne, Mmh. mais je suis resté raisonnable avec une gamme de Hansgrohe ou de Grohe qui est, pour moi, en tout cas, plus solide sur la durée. Mmh mh. Voilà. Et puis voilà, si vous arrivez à mettre en place ce fameux planning, c'est génial. Et puis aussi, un truc que je voudrais dire, c'est on apprend de ses erreurs. Ça veut dire que conscience dans la rénovation, généralement, dans sa vie, on n'a pas qu'une seule rénovation. Donc, tous ces petits échecs, il faut les mettre à profit pour être plus performant dans sa deuxième Pour un rénovation. autre projet. Ou Voilà. on écoute les clés de la réno et on capitalise sur, Aussi. les erreurs, qu'ont pu, rencontrer les autres ou les expériences en tout cas et puis les conseils effectivement que chacun peut prodiguer. Exactement, voilà. Et après aussi, un autre conseil que je peux donner, c'est vraiment faire le tour de toutes les enseignes, que ce soit, tu vois, les Casto, les Leroy Merlin, les Brico Dépôt, les Bricoman, les Lapeyre, et cetera. Parce que, on peut trouver, tu vois, une faïence très sympa aussi, chez Brico Dépôt. Là, toi, par exemple, je dois trouver une paroi de douche et je sais que, chez, Brico Dépôt, ils ont pas mal de modèles sympas, tu vois? Mmh. Donc, pourquoi pas? C'est pas forcément aussi les choses les plus, chères, qui vont avoir le meilleur rendu. Tu vois, moi, là, dans toute ma maison, j'ai utilisé la faïence, de chez Leroy Merlin, la Zélie, il me semble, Oui, qui sont ces fameux carreaux qu'on voit un peu partout, façon les Zélige, exiges, avec des bords un petit peu irréguliers. Bon, la faïence, elle est à 24 € le mètre carré. Moi, autant te dire que sur le relais Ronsard et le Clos Ronsard, ça me fait 9, 10, 11, 12 salles de bain réalisées. Donc, tu vois un peu la surface. Il me va très bien. C'est du est-ce que tu as blanc. mis la même référence Ouais, dans j'ai mis toutes la les même salles de bain? réponse. Parce que je trouvais ça sympa de créer une unité comme un petit, tu vois, un petit ensemble hôtelier, d'avoir les mêmes faïences un peu partout. Et je Mmh. trouve ça tellement difficile à choisir en Oui, plus. en plus. Bah, surtout quand on a autant.
Enfin, Et en plus, oui, si tu dois t'amuser à tout coordonner, être sûr que tout enfin, ouais. coordonné avec la pièce, les trucs et cetera Mmh. et là, tu vois, dans mon petit délire, j'avais envie, d'avoir comme, tu vois, une petite chaîne d'hôtels Mmh. avec, tu vois et les chambres vont être assez similaires aussi. J'avais envie de créer, cet esprit un peu commun dans Mmh mh. une unité aussi avec les sols, les faïences, et les matériaux dans toute la maison, que ce soit de la cuisine à la salle de bain, au sanitaire, au sol, sur les 2 maisons. OK. OK, Voilà pour mes petits conseils, ça te va? super. Et est-ce que tu aurais des ressources aussi à partager, des conseils de livres ou de comptes Insta que tu aimes Oui. suivre? Enfin, Alors, bah, justement, je vais te parler de quelqu'un qui habite pas très loin de chez toi parce que je crois que tu es en région nantaise et elle a fait une parution là dans le Art et Décoration. Elle s'appelle, Julie Depigneux. Je sais pas si tu la connais? si, enfin, je la Elle connais est pas personnellement, mais oui, je la suis. Elle est décoratrice, voilà. Et alors, ce que j'aime bien dans son style, c'est que elle a une petite touche un petit peu 70s Mmh. dans sa déco, avec beaucoup de laiton, avec des petites pièces chinées. J'aime beaucoup son univers et je me suis vraiment inspiré. Je la remercie d'ailleurs. Je lui ai dit là cette semaine que toutes ces salles de bain ont été inspirées de son Insta, hein, carrément, puisque j'ai pris la même faïence et les mêmes tomates et les mêmes vasques pour créer toutes mes salles de bain. Finalement, tu vois, pourquoi chercher midi à 14h quand il y a quelque chose qui vous plaît? Bah, voilà, c'est quelque chose que j'avais posé, réfléchi pendant quasiment plus de 2 mois avant de me lancer, donc je savais que ça allait me plaire sur la durée et je regrette pas du tout. Donc là, c'est un super profil que je recommande, Julie de Pigneux. Elle fait aussi du conseil à distance en déco si ça intéresse certains followers. Il y a un profil que j'aime beaucoup, que je suis depuis que je suis sur Insta. C'est les pénates Home. C'est Annabelle, tu la connais peut-être? Elle a été interviewée sur ce Ah podcast. super, j'ai pas écouté son podcast. Donc son créneau, c'est faire La du famille neuf Dieu. et du vieux. Mmh Voilà. Et donc là, c'est vrai que c'est une grande source d'inspiration. J'adore ce qu'elle fait. Elle travaille surtout la palette de tous les blancs. Et c'est vrai que pour ces 2 nouvelles maisons, c'est aussi une idée que je vais lui prendre. Garder vraiment tous les blancs qui s'assemblent ensemble. C'est très clair, c'est très lumineux. Beaucoup d'objets chinés, des vieilles portes à récupérer, des vieilles poignées en laiton, plein de petites choses chinées qui créent des maisons absolument waouh. Elle est très Mmh. forte. Euh, Ses photos sont magnifiques et je pense qu'elle sait aussi très bien gérer son budget, c'est-à-dire elle s'autorise des belles pièces et aussi des pièces vraiment pas très chères de la seconde main pour créer un truc mais fait Unique. Ouais. waouh. Voilà, ça marche. Et c'est elle qui m'avait appris justement la technique. Tu peux me redire le nom japonais? Le kintsugi qu'elle a fait sur Kintsugi. son béton au sol, oui. On en a Euh, parlé, beaucoup sur l'épisode de de podcast. sa dernière maison. Bah, je vais m'empresser d'écouter l'épisode. Et puis ensuite, je conseillerais un profil Insta ça s'appelle Une maison dans le Perche. C'est une de mes amies qui s'appelle Isabelle et qui a rénové elle-même sa maison avec quelques artisans, mais elle est capable tu vois, de faire des murs en pierre, de faire des enduits à la chaux. Elle va faire des cours dans un atelier partagé où des menuisiers, des petits papis menuisiers lui apprennent les techniques et les outils de la menuiserie. Elle chine des baignoires, tu vois, les baignoires pieds-griffes. Super. Elle utilise des matériaux assez incroyables et elle a une touche déco. Voilà. Et alors, ce qui est important aussi pour les non-professionnels de la rénovation ou les débutants de la rénovation plutôt, c'est de toujours mettre un œil déco tout de suite sur son chantier, Mmh. sur sa rénovation. Ça aide à, tu vois, à patienter. Donc, pourquoi pas chiner tout de suite un meuble sympa qui va créer, qui va vous donner un peu de baume au cœur en disant, bah là, j'ai une super pièce. Ça aide à Et patienter, puis c'est indispensable parce que la déco, c'est pas juste un canapé et une jolie lampe. En fait, bien sûr, c'est et partout. pourquoi C'est pas les aussi 4 murs, c'est le sol, c'est chiner, par exemple, tu vois, une verrière ancienne, comme Annabelle le fait. mmh. Tu vois, dans son dernier chantier, elle avait une énorme, je crois que c'était une baie d'atelier un peu en Mmh. bois qu'elle a insérée entre une pièce et son bureau, il me semble. Donc ça peut être sympa aussi, dès le début de la rénovation, de trouver des pièces phares Mmh. qui vont tout de suite donner un ADN très particulier à la maison, une ambiance très C'est sûr. particulière.
Voilà. Et puis alors, le dernier profil que je vais conseiller, c'est la Little Farm. Je les suis depuis très peu de temps. C'est un couple qui se lance 100% dans la rénovation tout seul. Je crois qu'ils vont faire le maximum tout seul. Ils parlent pas mal de budget. C'est vrai qu'en France, l'argent est encore assez tabou. Les gens ne disent jamais le prix d'achat de leur maison, etc. Là, ils ont acheté une ferme, il me semble, 70 000 euros, qui est vraiment dans un état Assez pitoyable. Ils ont incroyable. beaucoup de boulot. Ouais. Oui, Et très là, bien. ils se lancent, ils se filment, ils font des vidéos pendant leurs travaux. Tu les vois un peu en accéléré, en train de déblayer, etc. Et ça peut être un profil sympa à suivre parce que là, on les voit au début de leur rénovation. Et moi, j'adore suivre comme ça des comptes du début jusqu'à la fin. Et tous les jours, on a une petite story, une petite photo de l'avancée du chantier. C'est ça. Bah, la Little Farm, j'en ai parlé dans une dernière newsletter que D'accord. j'ai envoyée à mes abonnés. Ouais, Il tu y a vois, mes longtemps. contacts, finalement, tu les partages aussi un petit peu. Ah, c'est marrant. Bah Bon, écoute, après, on a un univers aussi assez proche, tu vois. On oui, est tous les ça, 2 c'est sûr. ultra connectés, je pense, sur Instagram. C'est, moi, vraiment, ce réseau a changé ma vie, ne serait-ce parce que, mes clients viennent d'Instagram, donc ça, c'est quand même, incroyable d'avoir un média aussi puissant, qui me fait gagner de l'argent. Et puis, c'est une source d'inspiration, c'est des contacts, tu vois? Nous, on échange déjà depuis quelques temps. Je trouve qu'il y a vraiment une famille Instagram, en tout cas sur la rénovation, la décoration. Parce que moi, je regarde que ça, en fait, hein, les photos de vacances, les photos de destination de rêve, les photos de je sais pas quoi, je regarde pas, hein. Non. Moi, mon Insta, c'est 100% réno, 100% déco, Bah, 100% maison, c'est vrai qu'il 100%. y a la team Reno sur Instagram est quand même très, très active et il y a vraiment un partage. Et je trouve aussi que ce réseau est vraiment bienveillant. Ça veut dire que là, sur mon dernier profil, jamais j'ai des gens qui me disent mais n'importe quoi, mais il faut surtout pas faire ça. C'est bienveillant, c'est toujours des conseils, c'est toujours des encouragements, c'est toujours on a hâte de voir la suite. Bon, moi je poste quand même 2 à 3 photos par jour, hein, donc Ouais. je suis ultra connecté. Mais là, tu vois, mon projet n'est même pas encore ouvert, que j'ai déjà une liste d'attente de clients qui veulent louer une chambre d'hôte ou le gîte complet, tu vois. Ouais. Pour mes stages, tous les jours, j'ai des followers qui me demandent: «Ça commence quand le stage? Parce que moi, je voudrais ouvrir une chambre d'hôte et je sais que vous allez faire un stage, conseil pour se lancer dans l'ouverture des chambres d'hôtes. Je l'attends avec impatience parce que, mon DIF, en plus, me paye une formation, donc je voudrais la faire absolument chez vous». Donc ça, c'est vraiment super. Comme toi, j'imagine que tu as des clients qui doivent arriver aussi des réseaux forcément. Nécessairement. Enfin, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup Vincent pour Merci. tous ces conseils et justement ces retours de chantier. Ouais. C'était un grand plaisir Et ben, j'invite d'échanger avec toi. tous les auditeurs donc à suivre @domaine de Ronsard, Relais Ronsard et @Clos-Ronsard Tout pour à suivre fait. les travaux qui vont bientôt être tous terminés puisque d'ici Noël et d'ici le printemps, les travaux seront terminés. Et là, je donne déjà une petite info exclusive que je partage avec toi. J'ai déjà trouvé mon 4e projet. J'ai déjà l'idée, le concept. J'ai déjà ma banque qui m'a donné un oui oral de principe. Il faut que je travaille sur un business plan, sur Ça y est, il un faut que tu te mettes en machine, en en mode action. machine. Donc là, c'est un nouveau projet, c'est encore différent des 3 premiers. C'est un marché qui est en plein essor et qui est encore peu développé. Et alors moi, je crois dur quand même faire à ce projet. Je sais que ça va marcher. Et ma banque et déjà, tu vois, ils sont super encourageants. En fait, ils répondent à tous mes caprices. Et c'est super aussi de trouver des partenaires comme ça qui t'encouragent et qui te donnent toujours envie de te surpasser, hein. C'est sûr, Donc, c'est j'espère précieux. que j'aurai l'occasion de t'en parler peut-être d'ici l'été prochain. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais mettre en note de l'épisode évidemment tous les comptes dont tu as parlé, mais aussi pour qu'on puisse te retrouver facilement sur Instagram. Ce sera fait. Et puis à très bientôt. À bientôt, Alison. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.